c'est des êtres humains qui ont un bug, les écrivains. Je suis la seule biographe officielle de Johnny. J'écris toujours la fin en premier de tout ce que je fais. Parce que j'écris pour la claque de fin, pour le choc. J'adore l'idée. Je sais pas si je suis prêt, mais j'adore l'idée. Quand on veut être libre, il faut pouvoir avoir du pouvoir. La réalisation, c'est diriger des équipes de parfois 400 personnes. Je pense que c'est aussi là qu'on voit un bon réalisateur, c'est comment il gère l'urgence, comment il rebondit. Combien ça coûte de produire un film ici ? Faire un film ici, c'est lever des fonds pour une boîte. Parce qu'il n'y a pas d'aide. Caméra café. T'as quand même écrit 60 épisodes ? Ouais, pas mal d'épisodes. On apprend à écrire en écrivant. J'ai travaillé beaucoup. On fait ce métier pour être aimé ou partagé. Tous les gens qui vous disent le contraire, ils mentent. On peut pas faire ce métier sans espérer toucher les gens. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. On est parti dans cet endroit assez dingue d'ailleurs, sur le toit du Sofitel de Los Angeles. C'était assez unexpected. On devait enregistrer à l'origine dans une suite, puis on a découvert cet endroit sur lequel on peut échanger. J'espère que t'es bien installée, Amanda, ça va ? Je suis bien installée, ouais. Ça va. Bon, salut. Il y a un truc qui m'a frappé, mais de manière incroyable, depuis que j'avais lu un ou deux de tes livres, mais depuis que j'ai creusé un peu ton parcours, c'est l'énergie que t'as mis dans tout ce que t'as fait, mais surtout le côté hyper prolifique depuis, je sais pas quoi, 20 ans, un peu plus que tu... Ton premier livre, il a été édité il y a un peu plus de 20 ans, je crois, c'est ça ? Ouais, un peu plus de 20 ans, mais j'ai commencé avec des scripts, la télé et tout ça, ça fait peut-être 25 ans. Je fais ce métier depuis que j'ai une vingtaine d'années. Ouais. Et mais c'est fou parce qu'en fait, c'est comme ils disent, on va pas utiliser des anglicismes à fond parce qu'on est aux États-Unis, mais relentless quoi. C'est jamais tu t'arrêtes quoi. On voit dès que je vois que t'as un roman qui sort une année, l'année d'après t'as un roman, entre les deux t'as un film que tu réalises, tu lances une boîte de prod. Enfin, va falloir que tu m'expliques comment tu cales ça avec des enfants qui sont là, dont t'occupes avec. C'est de la passion vraiment. En fait, j'ai la chance de faire le métier de mes rêves. J'essaie de m'en rappeler le plus souvent possible parce que bien sûr, comme dans chaque métier, il y a des moments difficiles et beaucoup de travail et des déconvenus, mais j'ai la chance de me réveiller tous les jours pour faire ce que j'aime. Et ça change tout dans la vie. Et je sais pas si j'aurai toujours ce souffle, cette passion. Mais j'ai toujours des nouvelles idées. Il y a quelque chose de très enfantin et dans ma façon de faire ce métier, mais aussi dans ma façon de l'aborder. Je fais que des choses qui m'amusent follement, avec une sincérité totale. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut être assez large parce que ça correspond à ce que j'attends moi aussi de lire ou de voir et que parfois je vois pas arriver, donc je fabrique mon propre mon propre média. Et je pense que il y a deux choses qui sont liées à ça, qui sont plus graves. Il y a une chose qui est un sentiment très clair et très qui est arrivé très tôt dans ma vie, de la vacuité et de la finitude des choses, du fait que j'étais mortelle, que ça allait aller très vite et que c'était maintenant ou jamais. Donc j'ai jamais l'impression que j'ai le temps de faire les choses. J'ai toujours l'impression que ça peut finir là. Et une envie de laisser, justement, puisqu'on parlait des enfants, ça s'est pas arrêté avec le fait de devenir mère, ça a été l'inverse. Une envie de leur laisser une sorte de mode d'emploi sur que peut être la vie, et si demain j'étais plus là, est-ce qu'ils pourraient retrouver leur chemin. Il y a un côté petit poussé où je leur laisse avec mes œuvres un moyen de survivre si j'étais plus là. Extra. Cette réalisation, on va y revenir tout de suite, de la vacuité de la vie, mais avant tout ça, je voudrais t'expliquer mon programme rapidement. Et je voudrais que tu te présentes ensuite, si tu veux bien. Ce que j'aimerais vraiment qu'on
comprendre aujourd'hui avec toi, c'est justement toutes ces idées dont tu viens de parler, dont t'as besoin de parler, semble-t-il, et que t'as pas lu ailleurs. Comment d'où est-ce qu'elles viennent, si tu le sais, comment tu choisis lesquelles tu vas prendre, et comment tu les développes, parce que moi, ce que je trouve dur je suis dans un autre registre, mais même sur la création de contenu, l'écriture, dans d'autres choses, c'est qu'il y a des moments où, bon, on parle aussi de syndrome de feuille blanche, mais il y a des moments où t'as moins envie, il y a moins de choses, etc. Je voudrais comprendre s'il y a vraiment des moments où tu oublies que tu fais le métier de tes rêves, parce que tu disais tout à l'heure qu'il fallait que tu te le rappelles de temps en temps. Je voudrais comprendre comment tu fais tout ça, comment tu mets en place. Je sais pas, pour écrire autant, il faut quand même être un peu organisé, j'imagine. Ça te va comme programme? J'aurais d'autres choses je voudrais savoir qui t'a ouvert ton compte Instagram. Je le sais, en l'occurrence, un peu, mais voilà. Ça te va comme programme? Oh oui, très bien. Ouais. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Alors, Amanda Stairs. Alors, je m'appelle Amanda Stairs, je suis écrivain, réalisatrice, productrice. Je fais beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, mais je suis quelqu'un qui raconte des histoires, en fait. De façon différente, avec des vecteurs différents. J'ai sans doute pas exploité tous les vecteurs que je voudrais trouver dans ma vie pour pouvoir raconter des histoires, mais c'est vraiment ça, raconter des histoires pour faire du bien aux gens. Ok. Et en effet, t'as fait des histoires pour des enfants, pour plus des adultes, pour des histoires en film, des histoires en images peut-être, je sais pas, en tout cas beaucoup de typologies d'histoires. Elles viennent d'où alors ces histoires? Parce que si j'ai bien lu, j'ai vu que t'avais envoyé un livre à 15 ans à un éditeur. C'est vrai ça? Ouais, j'ai envoyé un roman fini à 15 ans, mais j'ai commencé à écrire bien avant. La première fois que j'ai envoyé un livre qui avait un début, un milieu, une fin, qui ressemblait à un livre, et je pensais l'été à l'époque, je l'ai envoyé dans toutes les maisons d'édition par la poste. Je connaissais personne, donc c'était vraiment voilà, comme tout le monde quand on essaye de percer dans ce milieu. Et un éditeur qui est devenu le mien par la suite, longtemps après, qui s'appelait Jean-Marc Roberts, qui était un homme formidable, qui est disparu maintenant, m'a répondu. J'ai gardé sa lettre, elle est dans mon bureau. La première phrase, c'est vous êtes doué, sinon à l'évidence, faites pour ça. Et il me disait que j'allais faire ma vie avec ça. Il m'a demandé s'il pouvait m'appeler. Il était très étonné que j'ai 15 ans. Et il m'a dit, je comprends pourquoi, c'est encore un peu vert, mais c'est là, il y a quelque chose, vous allez être écrivain. C'est énorme. Et en revanche, vous avez un sens du dialogue que j'ai jamais vu chez personne. Ça fait des années que j'attends de trouver un grand dialoguiste. Écrivez pour le cinéma. Et moi, j'adorais le cinéma, mais c'était tellement loin de mon monde que j'avais jamais même pensé qu'il y avait des gens qui écrivaient pour le cinéma. C'était autre chose. Oui, moi je ne connaissais pas forcément. Ouais. Et donc je suis allée acheter un livre à la Fnac, Comment écrire un scénario. Et j'en ai écrit un, puis deux, puis trois. Et en fait, c'est par cette porte que je suis rentrée dans ce monde-là, qui au départ était une distraction pour moi, le cinéma. Et après, j'en suis tombée amoureuse, mais c'est vraiment à Jean-Marc que je dois l'idée même d'écrire pour le cinéma. Mais tu te poses jamais de questions, je veux dire, je sais pas, beaucoup de gens, et ils ont tort, hein, probablement, mais s'estimeraient illégitimes, syndrome de l'imposteur, envoyer des livres comme ça à 15 ans, et puis écrire des scénarios, etc. Toi, t'as une idée, t'achètes un livre, t'écris des scénarios, et puis c'est parti. Non, mon premier livre n'a pas été publié. Oui. Aujourd'hui, je sais pourquoi. On apprend à écrire en écrivant. J'ai travaillé beaucoup. Le talent, c'est une petite partie. Et ensuite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais je sais aussi dans quoi je suis douée. Et c'est important d'identifier ça tôt. Je sais qu'il y a des choses que je peux pas faire. Et je sais qu'il y a des choses dans lesquelles j'ai du talent. Et après, c'est vraiment la première marche. Et après, j'ai monté toutes les autres marches, en tout cas une partie, pour arriver à être publiée, pour arriver à être lue. Et j'apprends encore et je progresse encore. Mais c'est comme dans tous les domaines. Je veux dire, quand on devient un médecin, si on a peur quand on opère, alors on ne fait plus rien. Mais j'ai appris à ma façon, avec des gens qui m'ont aimé et d'autres qui m'ont critiqué.
souvent les critiques m'ont apporté aussi beaucoup de choses. J'ai appris à les entendre, à prendre ce qu'il fallait prendre, pas tout, et à garder ma voix. Mais je pense que quand on est artiste, c'est très très différent de toutes les autres professions. J'ai pas eu le sentiment d'avoir le choix. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée d'écrire. J'ai pas d'autre façon de vivre. C'est comme si on me demandait d'arrêter de respirer. Je sais pas faire. Donc je peux respirer mal, ou ça peut faire trop de bruit pour vous, ou je peux être en apnée, mais c'est ma façon de vivre. C'est intéressant. C'est vrai que c'est des discussions que j'ai déjà eues avec certains artistes ici, hein, mais Frédéric Michalik notamment, je lui disais, mais en fait, pardon, Alexis, pardon, je vais reprendre, excuse-moi, parce hier on en a parlé, c'est pour ça, Alexis Michalik qui me disait, je dis, mais pourquoi tu fais pas des séries sur Netflix plutôt que des pièces de théâtre, parce que c'est quand même compliqué de réussir en 2024 là-dedans. Il me dit, mec, j'ai pas le choix en gros, quoi. Mais c'est vrai que ça, tu l'as su à quel âge que t'avais pas le choix, que t'en avais besoin, que tu devrais en vivre? Tout de suite, c'est arrivé avec moi. C'est passé par plein de choses, beaucoup par le dessin. Mais dans mes dessins, il y avait déjà des lettres, il y avait déjà des écrits. Et j'ai su lire et écrire assez tôt, très tôt. J'avais 1 an quand j'ai appris à lire. Et ça a été quelque chose de... Il y a plein de photos de moi petite avec des livres tout le temps. Et bizarrement, la lecture et l'écriture pour moi sont des choses différentes. C'est pas parce que j'aimais lire que j'ai pensé que j'allais écrire. Je pensais pas que je faisais la même chose que les gens qui écrivaient les livres que je lisais. Mais j'avais ce besoin immédiat, pas seulement d'écrire, parce qu'il s'agissait pas d'écrire ma vie, mais d'inventer des histoires, de prendre des situations, des personnages ou ce que je vivais et de le transformer en une chose différente. Donc c'était vraiment déjà un exercice d'écriture. Petite, ma mère a des manuscrits d'histoires que j'écrivais et que je distribuais à ma famille. Donc, il fallait que je sois lue. Je devais avoir 5 ans, 6 ans. Incroyable. Et ces idées, ce sont des idées sont des idées qui passent, que tu saisis et que tu dois écrire, ou où tu te poses devant une feuille et tu te dis, il faut que j'ai une idée pour écrire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mélange. Souvent, c'est des idées qui s'imposent à moi, mais je pense que les idées, c'est un conflit entre deux idées. C'est à un moment donné 2 choses qui ne devraient pas aller ensemble et qui s'imbriquent et qui créent un conflit ou une situation étonnante. Et c'est pour ça, par exemple, que quand les gens ont peur de l'IA, moi, ça m'inquiète pas trop, parce que, en tout cas, je pense que chez les auteurs de littérature, tous les grands auteurs que j'ai pu lire et aimer, il y a quelque chose de l'ordre de l'impossibilité. On n'invente pas ce que Kafka invente si on est une machine, parce que ça n'a aucun sens. Si je dois mettre un peu en image ce que tu es en train de dire, tu me racontais juste avant qu'on enregistre que tu avais écrit un livre, je crois, dans lequel il y avait... Non, ça devait être une pièce dans lequel une femme a abandonné son enfant avant sa naissance. Oui, 2 choses totalement qui sont entrechoquées. En effet, on est dans un gros délire. Ouais, là, c'était vraiment de l'absurde. Quelque chose que j'ai écrit avec Raphaël Mesrahi et Laurent Baffy. On a beaucoup ri. Mais oui, je pense que c'est des êtres humains qui ont un bug, les écrivains. Et c'est pareil. Pour une machine, ça peut pas marcher, ça pourrait pas exister. Et en fait, quand on fait rentrer une idée et une autre ensemble, et que, en fait, ça nous fait rire ou ça nous émeut, on sait qu'on a trouvé quelque chose d'important. Et c'est là que se met en place le mécanisme. Et là, il devient plus scolaire. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut fabriquer une façon de faire entrer cette improbabilité dans un monde réel. Mais quand on est pardon, c'est moi, j'ai un bug comme les machines. Je sais plus ce que je voulais raconter. J'ai une question par rapport à ce que tu dis, c'est que en fait tu dis qu'il faut
laisser ces idées s'entrechoquer. Il y a des moments où est-ce que c'est volontaire? Tu vas prendre 2 idées, tu vas dire on va les entrechoquer, ou non, c'est plutôt des choses qui viennent. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu dis non, ça c'est vraiment trop un délire, faut pas que j'aille là-dedans. Est-ce qu'il faut accepter d'aller très loin? Il y a 2 choses différentes. Il y a les idées qui arrivent comme ça et qui me surprennent encore, et je pense que c'est aussi régler son antenne sur ça, sur sa capacité à absorber, à prendre et à réinventer. Et il y a des mécanismes qui sont presque des mathématiques où je sais comment fabriquer une histoire. Par exemple, j'ai écrit un scénario avec 2 auteurs, mais donc j'ai eu l'idée originale que j'ai produite l'année dernière, qui était un film qui s'appelait Mafia Mama. C'est l'histoire d'une femme une femme américaine dont le fils part à l'université, son mari la trompe, elle est désespérée, elle a pas de vie, elle est gentille, comme tout le monde lui marche sur la tête, et puis elle apprend pour la première fois de sa vie quelque chose de joyeux arrive, qu'elle a hérité de son grand-père en Italie d'un vignoble, et elle pense qu'elle va enfin vivre son Eat, Pray, Love. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a hérité d'un grand-père qui en fait était la tête de la mafia, et qu'elle doit reprendre le flambeau alors que c'est la fille la plus gentille du monde. Ça, c'est une idée que j'ai fabriquée, par exemple. Ça, c'est une idée où je sais ce que j'ai envie d'aller chercher. Je sais que je vais chercher un conflit de choses qui ont aucune raison d'aller l'une avec l'autre. Comment je fais évoluer un personnage, comment je l'amène là. Là, c'est des maths. Donc, si je dois le reprendre, il y a un côté où tu vas avoir peut-être autour de toi une maman américaine qui te fait penser à cette personne, où voilà, tu dis tiens, je veux un truc qui est finalement assez commun. Ce moment où en fait c'est la fin des études des enfants, tout le monde s'en va, son mari la trompe, etc. Et tu dis qu'est-ce que je peux associer à ça pour faire un truc explosif? Ouais, alors je pense pas dans cet ordre, et j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un autour pour y penser, mais je me demande comment je crée une situation qui va rendre les choses impossibles, comment je crée un conflit. Je voulais faire un film en Italie avec des acteurs américains. J'ai vraiment mis dans un shaker tout ce qu'il fallait, et je me suis dit comment j'invente un concept. Je voulais faire un film de femmes. Il y a Toni Collette dedans, Monica Bellucci. J'ai vraiment pris des éléments et j'ai fabriqué une idée. Là, c'est assez artificiel, même si après, il y a plein de choses de moi qui rentrent dans le film, il y a plein de sincérité. Mais il y avait des ingrédients comme formule. Ça. Ouais. Des ingrédients comme ça où tu disais, je voulais faire un film en Italie avec des Américains, je voulais faire un film de fans. C'est vraiment une formule. Okay. Ouais. Et là, c'est autre chose que dans mes romans, par exemple. Mes romans, c'est vraiment des idées qui me choisissent plus que je ne les choisis. Intéressant. Et ça, tu crois que ça peut marcher que artistiquement, ça peut marcher dans d'autres domaines? Je pense que c'est la clé de l'entrepreneuriat. Pour moi, ça, les Américains l'ont très bien compris. Par exemple, je l'ai vu parce que mon fils aîné vient d'étudier à l'université ici. Il y a cette chance de pouvoir changer de major, donc de matière principale, pendant les 4 premières années. Et en plus, on encourage les élèves à étudier une matière dans un domaine qui n'est pas le leur au départ. Donc, on prend, par exemple... Tu veux faire ingénieur, informaticien, par exemple, et puis on va dire tu fais de la philo ou du dessin. Oui, ou tu fais du théâtre avec. Ouais. Et moi, j'ai une amie, par exemple, que je cite là, qui s'appelle Clara Aguila Kessous, qui est une professeure à Harvard. Elle étudie, elle fait étudier le théâtre à ses élèves, mais grâce au théâtre, elle aide des réfugiés ou des gens qui sont traumatisés souvent par des génocides. Elle a travaillé avec le Rwanda, par exemple, à exorciser leur douleur à travers le théâtre. Elle a mis ensemble le théâtre et la psychologie. Voilà. Ce sont 2 matières qui, a priori, n'avaient pas de lien évident. Qu'elle a réussi à transformer dans une autre discipline. Et c'est vraiment encouragé aux États-Unis. On comprend qu'en fait, avoir une ouverture d'esprit sur autre chose, c'est ça qui crée la grande idée.
on n'est pas loin du connecter les dots de Steve Jobs en fait, dans l'idée. Hein, tu vois, je sais pas si tu vois sur les Mac notamment, il y avait ce qu'ils appelaient, je crois que c'est le safe, enfin le plug que tu pouvais mettre qui était aimanté. Ouais. Et comme ça, quand tu passais et que tu t'arrachais le truc, et ben ça s'enlevait, ça va éviter de péter l'ordi. Tu sais d'où ça vient ça? Non. Ben ça vient on fallait que quelqu'un l'invente avant, mais ça vient des rice cookers au Japon en fait, parce que pour éviter de s'ébouillanter, tu vois. Et c'est vrai que bon, à un moment tu dis ça existe ailleurs, tu les remets. Bon, c'est peut-être un peu plus simple. Et ça, ce sont des choses que enfin, t'as des cycles comme ça. Tu te dis en fait, là par exemple, t'es dans quel cycle? Tu vas sortir un livre? Je sors un livre au mois de janvier. J'en écris 4. Et j'en écris un autre en ce moment. Ok. Qui m'obsède assez. J'ai retrouvé quelque chose de... Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas eu quelque chose d'aussi fort avec un sujet qui m'a vraiment tombé dessus et qui me rend folle. Je pense qu'à ça toute la journée. Je suis à un dîner, j'ai envie de rentrer pour aller écrire. J'ai vraiment... c'est mon premier amour, c'est mon grand amour, l'écriture. Rien d'autre ne me plaît autant. Donc voilà, j'ai cette urgence. Et quand l'urgence revient dans une vie d'écrivain, c'est assez touchant. J'ai une belle anecdote à ce sujet. J'étais je crois que c'était à la première du Vieux Juif Blonde ou à une des représentations du Vieux Juif Blonde. J'avais Jean-Loup Dabadi qui était venu voir la pièce et qui me connaissait un peu, qui avait suivi mon parcours et qui m'a attrapé sur le côté et qui m'a tenu fort les mains et qui m'a dit: Amanda, il y a tout un moment dans la vie où on a l'inspiration et pas l'expérience. Il y a un moment béni pour les auteurs où on a l'expérience et l'inspiration en même temps. Et à un moment, l'inspiration s'en va et il reste que l'expérience. Il me l'a dit avec un peu de désespoir. Je sentais que lui avait perdu cette espèce de moment sacré qu'il a eu, puisqu'il a quand même écrit tous les grands films de Sauté. Mais ça m'a fait tellement peur que j'ai suivi son conseil. Il me disait: écris pendant que t'as ça, t'es au moment où t'as les deux. Écris, ne t'arrête pas. J'ai toujours eu peur que ça s'en aille parce que j'avais cette phrase de Jean-Loup dans la tête. Et là, pour l'instant, t'es toujours dans le bull run, c'est quoi. toujours là. Et okay. Je pense d'ailleurs que je saurais pas écrire sans, c'est-à-dire que j'aurais beaucoup de mal à faire semblant. Si je suis pas aussi bouleversée, je pense que je ferais complètement autre chose. Je pense que je dois à mes lecteurs et à ce que je suis aujourd'hui comme écrivain, de pas faire semblant pour la suite. Donc j'arrêterai le jour où j'ai plus cette urgence. Alors, et ça c'est l'idée, mais t'en écris un autre en même temps ou pardon, c'est le prochain que t'es en train d'écrire? Alors non, là c'est celui que je suis en train d'écrire. Le prochain que je suis en train d'écrire, celui que je viens de finir et qui sort en janvier, je l'aime aussi beaucoup. C'était une autre façon d'écrire, c'était une façon plus... tenue, profonde, très... le livre ressemble d'ailleurs plus à un classique, c'est moins disruptif. Le nouveau est très particulier, je pense qu'il va déranger, et comme quand ça dérange, ça passionne aussi. Donc voilà, quand on sait qu'on fait quelque chose de clivant, c'est toujours intéressant. Et moi, j'ai toujours aimé déranger. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois, on me dit: oh, c'est très étonnant que quelqu'un comme vous écrive ça. Et on oublie à chaque fois, j'ai une tête de première de la classe, on me donne toujours le bon Dieu sans confession, on oublie qu'à chaque fois j'ai écrit des choses, très souvent j'ai écrit des choses assez dérangeantes ou disruptives. Je reviens souvent à cette idée d'un auteur un peu sage que je suis pas, mais tant mieux, ça me permet de faire de créer des surprises à chaque fois, quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas si mal. Il va falloir que tu fasses un truc vraiment vénère pour que tout le monde... Ouais, là c'est bien, on est bien... Ouais, il est trop tôt pour parler des sujets. Ouais, un peu tôt parce que malheureusement c'est toujours compliqué de parler avant l'actualité, parce qu'un livre ça met longtemps non seulement à être écrit, rédigé, mais ensuite à être sorti. Donc je sais pas quand mes éditeurs décideront de sortir ensuite. Okay. Mais en tout cas on peut parler du fond qui est une façon très très drôle de parler de l'antisémitisme en France en ce moment. Donc c'est un sujet que je voulais absolument traiter et j'avais beaucoup de mal à trouver l'axe, et je l'ai trouvé, et c'est hilarant en fait. C'est ce qui
à l'idée que j'étais légitime pour parler de ça. C'est que je pensais qu'il fallait que je le fasse d'une façon très particulière. Ok. Voilà. Et là-dessus, t'as une épiphanie à un moment. Il y a un truc quand ces deux idées s'entrechoquent. Il y a un moment, et c'est une petite étincelle qui allume une grosse flamme. Et là, boum, c'est coup de foudre. Dans la première œuvre que j'ai fait pour parler de ça, le choc, il est déjà dans le titre, Le vieux juif blonde, qui ressort d'ailleurs en janvier avec une préface pour les 20 ans du texte. Déjà dans le titre, voilà, c'était compliqué, les gens s'arrêtaient en pensant qu'il y avait une faute. Et déjà dans ça, il y avait ce choc, cette impossibilité, qui sont pour moi, oui, des choses très profondes, mais aussi parce que je suis d'une façon très différente, une impossibilité. Mes parents avaient rien à voir entre eux. Ils sont mariés avec des familles totalement différentes, opposées. Un côté séfarade, un côté breton, c'est ça, je crois. Un côté, oui, un père juif séfarade et une mère bretonne catholique. Des familles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, des cultures très différentes, des milieux très différents, et donc une sorte de schizophrénie dès l'enfance entre les grands-parents d'un côté et de l'autre, et d'ailleurs des cas de schizophrénie des deux côtés de ma famille, avec un père psychiatre, donc déjà un terme que je connaissais, que je comprenais, que j'ai assimilé très tôt, et quelque chose donc de génétiquement programmé pour ça, avec toujours cette peur de bascule que j'ai eue, où je savais pas qui j'étais ou qui j'étais pas capable de devenir ou qui je serais. Voilà, et j'ai toujours alimenté mes livres de cette peur. Ta mère s'est convertie du coup? Ma mère s'est convertie pour épouser mon père, ouais. Ok. Ouais. C'était quand même, il a fallu faire le... Ouais, elle était en train de passer les concours de l'ENA, elle est docteur en droit, et puis elle a dit, j'ai bifurqué de l'ENA vers la Torah, et j'ai étudié de la même façon avec un stabilo-boss pour aller vite, parce que normalement ça prend 3 ans, elle a été convertie en 2, mais okay. Vraiment avec, elle l'a fait comme une bonne élève, quoi. Et donc quand tu reprends quand je reprends ces idées, tu parles du ref, du titre, t'écris un premier. Comment ça se passe derrière? Est-ce que t'as une méthode? J'écris toujours la fin en premier de tout ce que je fais, parce que j'écris pour vous amener quelque part. J'écris pour la claque de fin, pour le choc, pour le. Ok. Si j'ai pas la fin, je sais pas écrire un livre, ni rien d'autre d'ailleurs. C'est pour moi ou l'image de fin, ou la phrase qui fait que j'ai envie de vous amener quelque part. Et d'ailleurs, je trouve ça assez irrespectueux de pas savoir où on amène ses lecteurs. En fait, ce que je trouve génial là-dessus, c'est que tu triches. Enfin, quand je dis tu triches, c'est que nous, on est là, quand on veut avoir la fin, et toi, t'es la seule personne à pouvoir faire ça, en fait. C'est absolument... oui, ouais. Mais cette triche, ça me permet de mettre en place la structure qui va vous amener à ce choc ou cette satisfaction ou en tout cas cette émotion de fin. Donc je commence par la fin et j'écris ensuite le début et je vais réécrire mon début et ma fin très 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 longtemps jusqu'à ce que je sois contente. Ça, je réécris vraiment, c'est de la broderie. J'ai vraiment besoin de façon obsessionnelle qu'il n'y ait pas un mot de trop, que rien ne dépasse. Et ça, tu les réécris avant d'écrire le milieu. Tu les réécris avant d'écrire le milieu. Ouais. Okay. Et en fait, ça crée aussi la musique dans laquelle je mets les gens. Et plus que la tonalité, je dis vraiment une musique parce qu'il y a pour moi dans la façon que j'ai d'écrire un rythme. Et chaque livre en a un. Ça reste mon style, mais quand même, par exemple, quand j'écris Lettres d'amour sans le dire, j'écris volontairement quelque chose de très japonisant, extrêmement épuré. C'est précisément ça, avec tout ce que j'ai pu absorber de culture japonaise, de lecture, et ça reste vraiment, c'est pesé, c'est millimétré. Et quand j'écris Le café suspendu, qui est le livre qui suit,
c'est très napolitain, c'est très coloré. Il y a beaucoup plus d'adjectifs que j'en mets d'habitude. Donc c'est vraiment réfléchi et ça parle aussi du sujet. Et une fois que j'ai cette musique, alors j'écris au milieu et là j'écris par ordre, pas du tout par ordre chronologique. D'accord. J'écris des petites scénettes, des moments, et je sais pas ce qui va me surprendre. Des choses de ma vie peuvent arriver, des gens que je rencontre, des choses que je vois dans la rue peuvent entrer dans le livre. Le traitement de l'actualité ou de la culture pure, voilà, j'apprends des choses et je me dis c'est très intéressant. Comment je le fais rentrer dans le livre. Et t'as même pas une sorte de plan, quoi, de chapitre, de choses comme ça. T'as le début, Non. la fin et au milieu. Non, ouais. Ok. En il y a fait, des moments où ça marche pas. Il y a des moments où tu luttes, où c'est... Plus maintenant. C'est-à-dire que je pense que c'est mon 16e roman. Et en fait, même si j'ai pas de plan, il est là quelque part. Je pense que c'est comme les joueurs de tennis à qui on dit de finir leur geste quand ils ont 8 ans. Au bout d'un moment, ils le savent. Ça fait partie ça fait partie du jeu. Donc ça arrive que le geste soit moins beau, mais on sait qu'on le finit. Donc c'est toujours c'est dans l'amorce de mon geste, il y a déjà la fin qui est contenue, il y a déjà le chemin. Donc plus maintenant parce que je pense que j'ai tellement écrit que c'est là, mais ça m'arrive comme dans mon dernier roman par exemple de couper des passages. Finalement, après avoir discuté avec mon éditeur, je me dis que c'est trop, donc il faut, voilà, ça m'arrive encore c'est très important de se remettre en question, de pas penser que tout ce qu'on fait est formidable. Une phrase moi je mets jamais une belle phrase si elle sert à rien. Si elle fait pas avancer l'histoire, elle part, elle saute. Donc il faut que tout soit là pour faire avancer l'histoire, pour raconter quelque chose. Pour moi, c'est pas de la posture à l'écriture, c'est vraiment j'écris pour les autres. Si je veux écrire des belles phrases, j'ai qu'à les écrire pour moi dans un carnet, mais c'est vraiment un piège de mauvais auteurs pour moi. Ok, chaque phrase doit apporter quelque chose. Et tout ce qui dépasse, on coupe. Ouais, c'est Simenon qui disait si je veux écrire que je sors de chez moi et qu'il pleut, j'écris, je sors, il pleut. Et c'est vraiment pour moi la meilleure formule de la littérature. Quand on me demande quel conseil vous pourriez me donner, je dis tout de suite allez au plus pur, au plus précis. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Hyper intéressant. Et ça paraît très inspirant. Je pense que même quand t'écris des mails, tu peux essayer de prendre ça en considération parce qu'il y a des gens qui t'écrivent des mails, t'as envie de leur dire, mais et après t'as une chronologie, un temps, je veux dire, ça s'écrit toujours en quelques semaines, quelques mois, où tu réécris, où il y a des moments, il y en a, ça peut prendre du simple au triple. Alors j'ai créé ce luxe d'écrire plusieurs choses à la fois, ce qui me permet de pouvoir me reposer d'une chose en passant à une autre et de pas me forcer. Donc t'es infidèle avec tes amours, quoi, c'est ça. Ouais. Il y a des moments j'écris tous les jours, mais je me force pas. Mais la plupart du temps, j'écris tous les jours. Ça peut m'arriver pendant 2 jours de pas me sentir capable ou d'être trop fatiguée, de pas écrire. Mais en règle générale, j'écris tous les jours, mais je ne sais jamais ce que je vais écrire. Et ça peut être un des 4 projets que j'ai en cours, ou alors quelque chose de nouveau. Et ça m'arrive toujours d'écrire des choses pour le plaisir, ou pour moi, ou pour mes enfants, ou dans des carnets. Je sais pas ce que j'en ferai, ou de dessiner, ce qui est pour moi une partie très importante de ma vie d'artiste. Je sais que c'est particulier, mais j'ai des dessins partout, et qui c'est aussi une façon pour moi de travailler. Quand je dessine, j'invente des choses. Et il y a un très beau livre qui s'appelle L'urgence et la patience, qui est un livre de Jean-Philippe Toussaint qui parle de l'écriture, dans lequel je me suis complètement reconnue et que je conseille à tous les gens qui écrivent ou qui veulent écrire, et qui explique ce qu'il fait, et je fais la même chose, qu'il se frustre parfois. Parfois, il y a des choses qui arrivent à moi. Je sais que je pourrais les écrire et il y a rien à faire et toutes les phrases sont là et je les dis dans ma tête et je les laisse mourir. Et c'est très particulier. Parce qu'on pourrait se dire, mais ça va pas revenir. Et ça ne va pas revenir. Ça va revenir d'une autre façon. Mais ce moment de frustration ou de phrases qu'on laisse passer,
elles apportent quelque chose d'autre. Et elles apportent quelque chose de plus proche de l'écriture pure, qui est, à nouveau, raconter une histoire. Peu importe les mots que vous allez employer, qu'est-ce que vous voulez raconter. Et donc, si vous laissez passer des phrases, peu importe si elles sont jolies, l'important, c'est de revenir à l'essentiel de ce que vous voulez raconter et aussi de créer une sorte de frustration qui est proche de la frustration amoureuse, puisqu'on parle de cette comparaison, et de se dire, OK, on va pas se voir, mais quand on se verra, ce sera encore plus fort. Et il y a ça avec l'écriture aussi. Il faut savoir parfois ne pas y aller. C'est marrant, c'est vrai que alors je vois ça sur d'autres univers, c'est moins dans l'écriture, mais peut-être quelques univers un peu business ou quand même si sur des projets qu'on peut avoir. Et c'est vrai que j'ai pas cette obsession de me dire tiens je risque de perdre cette phrase, mais en revanche c'est vrai que j'ai cette obsession de me dire je pourrais perdre cette idée, donc il faut que quand je les note pas, mais l'idée de me dire non mais je vais me laisser le luxe ou je vais la killer, tant pis, je la laisse et je l'écris pas volontairement, c'est un gros délire quand même. Comme dans les rêves, parfois on se réveille, on a pensé à quelque chose le soir, il est un peu tard et on se lève pas pour l'écrire, mais on dit mais c'est tellement une super idée que je me rappellerai le lendemain, et on l'oublie. C'est affreux. Et bah, mais c'est quasi systématiquement. Mais je fais ça consciemment. Volontairement. Ouais. Et c'est la seule fois où, en lisant le livre de Toussaint, je me suis dit, je suis pas la seule à faire ça. Et c'est un mécanisme d'écrivain assez particulier. Parce qu'en fait, on écrit tout le temps. Enfin, en fait, je commente ma vie intérieurement et je vais pas passer mon temps à écrire les idées que j'ai ou à prendre des notes ou voilà, je pense que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune et maintenant j'ai accepté que c'était absorbé, que ça rentrait quelque part et que c'était une forme de terreau pour faire pousser d'autres choses. J'adore l'idée. Je sais pas si je suis prêt, mais j'adore l'idée. Ok, et donc tu mets quoi en quelques mois pour écrire un livre ou... Non, beaucoup plus. Ah ouais? Ouais. Non, c'est plus en année un livre. Donc j'ai souvent des livres qui avancent en parallèle, ou quand on voit un livre qui est en train de sortir, souvent ça fait déjà 1 an et demi que j'en écris un autre. C'est toujours d'ailleurs assez particulier. De la tête, pardon, mais parce que je me dis mais comment elle fait, parce que dans la tête ça doit être très compliqué. Non, c'est particulier quand on sort un roman parce que on est déjà ailleurs. Oui. Donc et d'ailleurs on parlait du syndrome de l'imposteur, c'est plus quand on vient me féliciter pour un livre et qu'on me parle du livre, j'ai l'impression que c'est déjà plus à moi. Que tu l'aimes plus donné... presque, non? Non, je l'aime, mais je l'ai donné il y a longtemps, c'est autre chose, quoi. C'est comme si on me complimentait sur le fait que j'ai été jolie il y a 2 ans. Ouais, super. Mais voilà, c'est pas ce soir, c'est pas, donc, T'étais pas mal il y a 2 ans. Ouais. C'est vrai que c'est un peu chelou. Non, je vois l'idée, c'est vrai que c'est, tu vois, une des questions que je me pose de temps en temps en enregistrant avec certaines personnes. La semaine dernière, par exemple, avec Sean Rad, le fondateur de Tinder, il a vendu les parties Tinder en 2018, ça fait 6 ans. Tu dis, est-ce qu'on va vraiment parler de ça? Et puis bon, lui, il avait envie d'en parler, donc je me dis, c'est ok. Ouais. Mais tu dis, attends, c'est une partie de sa vie qui est quand même complètement terminée, il y a 6 ans, quoi. Ouais. Et en effet, c'est vraiment un choix qu'il faut avoir dans ces échanges. Tu dis que tu les aimes, ces idées. Il y en a que t'aimes plus? Il y en a des choses que t'as écrites ou des choses que t'aimes plus? Non. La seule chose que j'aime pas, c'est quand c'est pas moi qui ai choisi, et ça arrivé qu'une fois sur mon premier roman où on m'a enlevé quelques passages, où on les a changés et j'ai pas signé le bon à tirer, j'étais pas d'accord et j'aime pas le titre non plus. Voilà. Mais à part ça m'a juste appris à jamais laisser qui que ce soit d'autre décider pour moi. Et j'aime quand même l'essentiel du livre. Non, il y a pas de choses il y a des choses dont je suis plus fière que d'autres. Mais quand on vient m'apporter un livre, il y a toujours quelque chose de très, très touchant parce que c'est une part de moi. C'est comme retrouver des albums photos. C'est une part de qui j'ai été. Ça veut pas dire que c'est ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai toujours de la tendresse pour la jeune femme qui a écrit ce livre à cette époque, quoi. Il y a un truc dont tu es le plus fier? Enfin, une œuvre, un roman? Je pense justement que on construit une œuvre quand on écrit. Donc je pense que je mets des petites pierres petit à petit. Non, il y a pas de choses dont je sois le plus fière. Je suis fière de progresser au cinéma. J'ai l'impression que j'ai fait un vrai
bond de géant dans mon dernier film comme réalisatrice. J'ai vraiment eu l'impression de comprendre des choses que j'avais pas comprises avant. Je pense que j'ai été un écrivain abouti beaucoup plus rapidement qu'une réalisatrice aboutie. Parce que c'est très technique et que j'avais pas appris, donc que j'ai appris au fur et à mesure et que on a besoin d'argent pour faire des films, alors que j'ai appris très vite à écrire. J'avais pas besoin de tourner pour apprendre. J'avais besoin de voilà, je l'ai beaucoup fait, mais j'ai pas encore fait le film, donc je pense que je serai le plus fière. Ça va venir. Mais sinon, j'ai pas de. En fait, je pense pas vraiment. Je me réveille pas en me disant j'ai fait ci et ça. Et j'y pense pas. Je pense à la suite. En fait, je suis toujours excitée par la suite. Et si je te demande le livre pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui t'ont jamais lu ou regardé, découvrir Armand Dasters, ou ce que t'aimerais leur présenter en premier serait quoi? Je sais pas, parce que je conseille souvent des livres différents en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Okay. Donc je sais les livres qui ont le plus plu. Madeleine, bizarrement, c'est un de mes livres qui a eu le plus de succès et dont on me parle le plus souvent, alors que c'est un livre très triste, très sombre. Quand je l'ai pitché à mon éditeur à l'époque, donc qui était Jean-Marc Robert, il m'a dit bon, on va en vendre 10, mais d'accord, pas de problème, écris-le, ça a l'air très beau. Et je lui ai dit, je vais écrire un livre sur le silence. C'est une femme triste, mal dans sa peau, rien ne va pour elle. Elle habite en Bretagne, elle est agent immobilier, puis un jour il y a un homme, un Parisien, très bel homme qui vient et qui veut acheter une maison parce que il a enterré son père là-bas et que il a besoin de renouer avec ce qu'il a été, dont il a eu honte, et il a une histoire avec cette femme, enfin une histoire, plutôt une aventure sexuelle hyper rapide, un peu glauque. Ils se parlent jamais. Et un jour, il débarque chez elle avec ses valises sans un mot et elle dit rien et elle accepte ça. Et c'est cette histoire de silence et comment cet homme va apprendre à pleurer et comment elle va apprendre à nager, en fait. Je lui raconte ça au déjeuner et il me dit ok, je te fais confiance, écris. Il avait cette chose formidable. Est-ce qu'il était incapable de te dire non? Parce que quand si te pitch ça et qu'il dit ok, je me dis. Non, je pense que c'était un écrivain lui-même, mais c'était un des plus grands éditeurs. Tous les gens qui ont eu la chance d'être édités par Jean-Marc disaient qu'il vous rendait meilleur. Okay. Et c'est vrai. Ça a été l'éditeur d'Ango. Il a découvert beaucoup de gens. Et non, il donnait un courage. Et il a eu raison, puisque ça a été un de mes plus gros succès de librairie. Et un livre qui encore aujourd'hui plaît énormément, fascine. J'ai toujours pas compris exactement pourquoi. C'est une histoire d'amour très sombre. Et voilà, donc on sait jamais pourquoi un livre va marcher. Et je savais même pas à l'époque. Je l'ai compris plus tard, mais ce qui me choisissait aussi dans cette histoire. Mais j'avais besoin de la raconter. Donc ça, c'est un livre, c'est mon copain David Fonkinos qui adore ce livre. Il a souvent mis des références dans ses propres livres à Madeleine. Trop drôle. Il y a, je sais plus dans quel film de David d'ailleurs, quelqu'un vient sonner à la porte d'une femme en Bretagne qui s'appelle Madeleine. On a des ponts comme ça parfois sur les livres. Donc il y a des gens qui adorent ce livre vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé Les Terres Saintes, qui est devenu un film, mais ça n'a pas été un très gros succès quand il est sorti. Donc c'est un livre qui continue sa vie sans moi. Lettres d'amour sans le dire, c'est un livre qui a beaucoup plu aux femmes, qui a eu aussi un gros succès, qui va sûrement passer au théâtre bientôt, qui va être lu au théâtre. Et moi, j'ai une vraie tendresse pour Le Café suspendu, qui est le dernier. Je suis en plein dedans. Ouais, je passe un bon moment. Ouais. Juste parce que c'est un livre qui fait du bien. Et je pense que j'ai changé de façon d'écrire après, un peu après Madeleine, et vraiment depuis Lettres d'amour sans le dire, j'ai un sentiment de m'être débarrassée de moi-même, d'avoir laissé quelque chose une forme de tristesse ou de choses que je devais régler très loin, qu'il y a plus, il y a plus cette partie de moi ça c'est réglé, et que j'écris seulement pour les gens. J'écris seulement pour faire du bien aux autres. Il y a quelque chose
quasi religieux dans ma façon d'écrire. Il y a quelque chose de très chrétien, très voilà, quelque chose de pur partage. C'est hyper émouvant. Et c'est vraiment ma démarche d'écriture qui a changé. Je l'ai senti à un moment se transformer. Et cette tristesse, ou c'est une forme d'autopsychanalyse, ou cette tristesse, tu sais ce que c'était, tu sais pourquoi elle est partie? Je pense que tout le monde a trimballe des chagrins d'enfance. Certains auteurs les expriment très frontalement. J'ai jamais beaucoup aimé l'autofiction. Okay. Je l'ai exploré quelques fois. J'ai écrit un livre qui s'appelait Rompre le charme, qui est un livre assez fort de ma bibliographie, mais pas très regardé, pas très connu, et pourtant pour moi un livre important qui parlait je pensais que je parlais du suicide de mon oncle dedans, et en fait j'ai parlé du moment où une partie de ma mère est morte au moment où mon oncle s'est tué. J'avais 6 ans, et je pense que c'est un des déclencheurs de la façon, en tout cas de la raison pour laquelle je deviens écrivain. Ce moment-là où ma mère change de voix presque, et j'explore ça dans ce livre. Et je pense que je l'ai sauvé de quelque chose à travers ce livre, et j'ai aussi sauvé une partie de la famille. Je pense que c'est ça, être écrivain. C'est écrire pour arrêter, et c'est rompre le charme dans son sens étymologique, pour arrêter que les choses se reproduisent, se perpétuent, pour arrêter les malédictions familiales, et arrêter celles des autres aussi en les sauvant avec un livre. Donc il y a ça qui est important, et qui est une partie de mon chagrin. Et dans la préface du Vieux Juif Blonde qui va sortir là en janvier, j'explique la raison pour laquelle j'ai écrit ce texte. Il a fallu des années pour moi pour le comprendre, mais qui est aussi une des, je pense, des raisons, un des silences de ma vie sur lesquels je deviens écrivain. J'avais 10 ans, et mes parents avaient ce truc assez drôle, de cette envie de vouloir toujours me mettre dans des programmes ou des choses pour lesquelles j'étais trop petite, mais j'étais censée être meilleure que les autres, plus forte que les autres, donc il fallait que j'aille toujours dans les trucs pour les plus grands. J'avais 2 ans d'avance à l'école, donc là ils m'ont inscrite alors que j'avais 10 ans, avec des enfants de 13 ans et plus qui partaient, vraiment un programme formidable, visiter Theresienstadt, le camp de concentration, okay. La maison de Kafka, à Auschwitz, un très beau programme de vacances de la Toussaint. Oui, je l'ai fait, moi j'ai dû le faire à 16 ans, ou donc à 10 ans, c'est quand même, ça devait être à 10 ans, elle seule, puisque évidemment j'ai pas de copains, parce qu'ils ont tous 13 ans et plus, et que bon, à part faire le pitre pour essayer de trouver des copains, personne ne me regarde, je suis un petit bonhomme comme ça, et mon père en plus m'offre la métamorphose de Kafka sur la route que je lis, qui me transforme à jamais. Je pense que c'est un de mes auteurs cultes, et quelqu'un de très important dans ma vie d'auteur. Et quelque chose se passe au moment où je visite Theresienstadt. Je tombe dans les pommes, mais aussi je réalise en fait ce qu'a été la Shoah vraiment profondément, physiquement. Et je rentre malade avec une salmonellose. J'étais déjà pas très grosse, mais là, je me lève, on dirait que je sors d'un camp de concentration après 2 semaines de maladie grave. Et je sais pas comment exprimer, je sais pas comment on répond à ce pourquoi, et je sais que la seule réponse pour moi, c'est d'écrire. Et je commence vraiment à écrire de façon quotidienne, construite à ce moment-là, avec une idée qu'il faut raconter les choses, qu'il faut laisser, qu'il faut dire, qu'il faut garder des traces, et qu'il faut quelque part sauver l'humanité avec un délire un peu enfantin, mais voilà, de leur dire que ces choses-là ne peuvent pas se reproduire. Ce délire enfantin, ou cette approche enfantine, t'en parlais au début, tu disais que tu l'avais toujours. Tu crois que c'est lié avec cette imagination dont tu parlais, qui peut se
disparaître petit à petit, ou c'est quelque chose, t'y crois d'ailleurs à ce que te disait qui est-ce qui te disait ça, qu'il y avait le dans tes deux Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi. T'y crois vraiment? T'as peur que ça disparaisse? Non, enfin moi j'ai pas l'impression, j'y crois plus. J'ai cru un moment mais j'y crois plus. Aussi parce que justement je disais qu'il y a eu des évolutions dans ma façon d'écrire et que ça revient parfois en boomerang, mais que je ressens toujours ce besoin d'écriture. Mais on sait jamais. Mais en tout cas pour l'instant, moi je suis pas sûre que ça m'arrive. Mais il y a quelque chose de... J'ai une idée, elle est partie. Elle va revenir. Ça, c'est l'alcool d'hier. Non, c'est hyper intéressant. Je voudrais revenir aussi sur le vieux juif blond, parce que c'est une pièce que personne voulait que tu fasses, en gros. Hein. À un moment, tu y allais quand même. T'avais quoi, 25 ou 26. Ouais. Et tu t'es dit non, mais j'y vais quand même, quoi. Alors, personne voulait du titre, mais j'ai eu la chance d'avoir des producteurs qui sont tombés amoureux du texte tout de suite, qui étaient Jean-Louis Livy et Bernard Murat. Et Jean-Louis Livy, non, il m'a tout de suite dit que c'était important, mais il pensait pas du tout qu'il y aurait de public. Mais eux, ils trouvaient que c'était un très beau texte. Et mais bon, on était dans une salle de 90 places. Moi, je voulais une actrice inconnue à l'époque, Mélanie Thierry, j'ai écrit pour elle. Jacques Weber quand même met en scène, donc c'était quand même important, mais ça restait une petite pièce jouée dans un petit théâtre. Et je sais pas ce qui s'est passé avec cette pièce, j'ai toujours pas compris. À la première, je me rappelle que je suis au bar avec Jacques Weber en train de boire un whisky juste devant. Je crois que c'est un des premiers whisky de ma vie d'ailleurs. Mais voilà, Jacques me faisait découvrir le whisky et j'en avais besoin parce que j'avais vraiment peur. Et je vois les gens qui sortent de la salle avec des visages transformés, des gens qui pleurent, qui me prennent dans leurs bras. Je me rappelle qu'il y avait Marc-Olivier Fogiel qui était à la première et qui m'invite tout de suite avec Mélanie sur le plateau et qui transforme le destin de la pièce. Mais voilà, des gens bouleversés et une sorte de bouche à oreille tellement dingue que au bout d'une semaine, il y a des gens qui attendent devant la salle pour essayer d'avoir une place comme quand on est surbooké dans les avions. Donc on bascule de 19h dans la petite salle des Mathurins à 21h dans la grande salle au bout d'une semaine ou deux. Et ensuite cette en place d'Édouard VII et ensuite voilà, des théâtres du monde entier qui viennent prendre la pièce, l'optionner, la faire vivre ailleurs. Voilà, c'est aller dans des théâtres nationaux, dans plein d'endroits. C'était, pour moi, je pense que c'est un truc qu'on revit pas deux fois dans une carrière. C'était unanime. J'ai jamais eu des critiques pareilles. Avec des mots, voilà, qui font rougir, qu'on peut pas prendre au sérieux. Mais voilà, c'était on parlait plus que de talent. C'était un truc qui m'était tombé dessus. Et d'ailleurs, avec la pression qui va avec, de qu'est-ce qu'on fait après. Ce que j'allais te poser comme question, une fois que t'as vécu ça, tu te dis pas le reste, c'est un peu de la merde? Non, parce que je fais pas ça pour ça. Oui, okay, ouais. Oui. Non, parce que moi, c'est pas ce que j'attends. Enfin, je trouve ça très chouette, mais c'est... En fait, j'ai vécu quelque chose... C'était assez bizarre quand j'ai sorti Les Promesses. On a fait la première au Festival de Rome et j'avais très très peur. C'était une très grosse salle, il y avait 6000 personnes, je crois, dans la salle. Et c'est la première fois qu'on montrait le film, il est assez particulier. Et je me suis dit que j'allais me faire détruire. Vraiment, je croyais tellement que j'allais me faire détruire que je me suis blindée en me disant, de toute façon, je me fous de la vie des gens, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas pour ça que je fais ce métier. Mais c'est pas vrai. Mais je me suis préparée à ça. Et en fait, on a eu une standing ovation de peut-être une demi-heure dans la salle. Un truc... Et je me rappelle d'être debout, j'ai encore les images. Heureusement, j'ai mon masque, parce que sinon, on verrait que je suis bouche bée, parce que c'était post-Covid, donc on avait tous encore le masque. Et j'ai
je m'étais tellement préparée à ne rien ressentir que j'ai pas ressenti de joie non plus. J'ai encore cette douleur de pas avoir pris l'amour qu'on m'avait donné. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit beaucoup enfin, de plus en plus de gens, notamment à cause des réseaux sociaux qui prennent des gros bouillons, etc. Ce qu'on appelle le stoïcisme, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est exactement ce que tu décris, finalement, d'être capable d'être blindé, mais pour le bien comme pour le mauvais. Parce que si tu t'enorgueillis ou si tu kiffes trop quand c'est bien, évidemment, l'inverse te fera très très mal, quoi. Ouais. Mais toi, tu vis pour ça, tu dis. C'est que c'est important pour toi. Non, mais donc j'étais un peu sous anesthésie et j'espère que ça se reproduira pas. En fait, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je préfère prendre des coups, mais ne plus me préparer à et ça. Qu'il te fasse mal, accepter qu'il te fasse mal. Ouais. Non, je vis pas pour ça, mais on fait pas ce métier pour, on fait ce métier pour être aimé ou partagé, ou évidemment, enfin, tous les gens qui vous disent le contraire, ils mentent, c'est pas possible. On peut pas faire ce métier sans espérer toucher les gens. Après, tu le fais pas que pour toi, quoi. Non. Bah, si on fait ça que pour soi, on le fait pas bien. Ou on le publie pas, c'est pas la peine, du coup. Et pourtant, t'as pris quand même des gros bouillons ou des gros tacles, des grosses critiques, quand même, quelquefois, non? Surtout, alors, bon, franchement, en critique, j'ai eu quelques mauvaises critiques, parfois. Alors, en littérature, très peu. Au cinéma, oui. Mais des trucs absurdes. Une fille du journal Le Monde, par exemple, vient sur mon premier film à une première. À l'avant-première, elle était assise à côté d'une fille que je connais. Elle est partie au bout de 10 minutes et elle a descendu mon film. Donc il y a aussi eu des critiques absurdes voilà, où il y a eu des choses. C'était tellement a priori, c'était tellement pas fondé. Qu'à l'inverse, je me suis aussi dit parfois, est-ce que c'est fondé dans la gentillesse? Donc les critiques, il y en a quelques-unes qui m'ont fait grandir. Je me rappelle je l'ai écrit d'ailleurs à la journaliste, une critique qu'elle avait fait de mon premier livre dans Marianne, et qui était mitigée. Et j'ai trouvé qu'elle avait raison dans ce qu'elle avait dit. Et ça m'a fait progresser. C'est rare, ce genre de critique, mais ça fait arrive. Un peu mal, mais ça fait progresser. Ouais. Donc, ça peut être positif. Après, je pense que quand on fait quelque chose de vraiment bien, on peut diviser l'opinion, mais c'est rare que tout le monde nous haïsse, quoi. À un moment, si personne n'aime, en général, c'est que c'est pas bien, et ça arrive de se tromper. C'est pas grave. Faut continuer. Mais mes échecs, ils ont été plus parfois commerciaux que critiques. Mais je pense que c'est super important dans une carrière. Est-ce que tu préfères avoir un échec commercial, non, un énorme succès commercial avec un échec total des critiques, ou l'inverse? Je sais pas. Je sais pas. Je pense. Je respecte les gens et en même temps, c'est les mêmes gens qui votent. Je respecte pas toujours ceux qui choisissent. Donc je ne sais pas. Je pense que s'il y a une unanimité des critiques et que le public suit pas encore, c'est souvent qu'on n'est pas sorti au bon moment ou de la bonne façon, et donc que l'objet culturel a une chance plus tard. Alors que si en fait je fais pas un genre qui ne doit pas plaire aux critiques. Si ça plaît pas aux critiques, c'est compliqué, parce que je vais pas faire, c'est rare que je fasse des choses très volontairement populaires. Je fais toujours des choses un peu inattendues, un peu étranges. Donc si j'ai une adhésion, pas d'adhésion critique, c'est que j'ai raté mon coup en général. Ok. Ça me fait penser un peu à Joël Dicker, que je connais un peu et que j'ai reçu ici. Je connais bien Joël. Ouais, je le connais assez bien aussi. Mais
il a quand même, lui, fait une sorte de très haut, puis quelques années où, en fait, il se faisait un peu défoncer. Et là, je crois que le dernier, il a pas quand même pas mal plu aux critiques, et puis il fonctionne bien aussi, mais c'est assez, je trouve ça toujours assez... C'est très parisien, ça. À partir du moment où on a trop de succès, on devient moins bon quand on a trop de succès populaire. Et il en a souffert, oui, mais bon. Je pense que le temps va rétablir les choses pour lui. Toi, t'es loin de Paris maintenant, depuis quand même pas mal de temps, 7-8 ans. Ouais. 7 ans. Ça te donne une force particulière, ça t'affaiblit sous certains aspects d'être à Los Angeles, de vivre loin de Paris? Ça affaiblit sur certains aspects sociaux, et on peut pas faire comme si ce métier ne se nourrissait pas de ça. Par exemple, je sais pas si je pense que pour mon prochain roman, pas celui-là, mais celui d'après, je vais probablement faire une rentrée littéraire. Mes éditeurs préféraient que je sois à Paris, et pas forcément parce que il y a des intrigues comme on s'imagine, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a un quotidien, évidemment, quand les gens vous voient, vous apprécient, ont un rapport avec vous, ils ont plus tendance à avoir envie de lire votre livre en premier, voilà, il y a quelque chose de faire partie de ce milieu-là qui est important. J'ai choisi que je le ferais d'une autre façon, j'ai choisi de faire confiance dans le fait que mon travail parlerait pour moi. C'est peut-être une erreur, on verra. Mais ça me permet aussi de pas être otage de ce milieu-là et de ses exigences et de sa cruauté. Il y a quelque chose de très particulier dans le milieu parisien qui n'existe pas du tout ici d'ailleurs. Même à New York? New York, c'est un peu différent. Mais en tout cas, à Los Angeles, il y a un rapport. Au début, quand je suis arrivée, c'est drôle parce que je me souviens que parce que j'avais été élevée comme ça et que j'avais appris à penser, à travailler comme ça, je peux abîmer quelqu'un en un bon mot en un dîner. Je peux m'amuser à dire 3 phrases et je peux détruire quelqu'un. Je vais l'éclater, boum. Voilà, ouais. Juste comme ça, parce que c'était la façon que le monde parisien avait de vous montrer que vous étiez intelligent. Et ça peut être quelqu'un ou son travail. Et puis, très vite, j'ai compris, moi, que ça me heurtait de faire ça. Ça n'a jamais été quelque chose que j'aimais. Tu le faisais, mais je le faisais parfois. Et à chaque fois que je faisais ça, les rires qui suivaient me dérangeaient profondément. J'étais blessée d'avoir fabriqué ça ou d'avoir pu faire rire aux dépens de quelqu'un. Ça a toujours été compliqué. Et je me sentais mal d'avoir joué ce jeu souvent. Et ici, c'est l'inverse total. Quelqu'un qui fait ça, et d'ailleurs même leur humour, on voit leur humour, si on voit un Saturday Night Live et tout ça, c'est pas un humour volontairement méchant, c'est des contours, c'est une autre forme de rire. Et quand on est français, qu'on arrive là un peu, on se dit bon, c'est un peu nunuche, c'est un peu ridicule. Et en fait, cette bienveillance-là, c'est un cercle vertueux. Il y a quelque chose qui est très 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 agréable et ça vous rend quelque chose d'autre, ça vous renvoie quelque chose d'autre et ça vous renforce de pas faire ça. Voilà. Intéressant. Moi, en tout cas, je sais pas, je connais pas suffisamment Los Angeles et cette bienveillance vertueuse, cela dit, je crois, ou plutôt valeur que tu véhicules, et surtout le fait de bitcher comme ça dans les dîners gratuitement, c'est pas un truc qui apporte beaucoup, cela dit, au passage. Vivre ici, nous on se rend compte, ça coûte quand même un bras, voire 2. Enfin, c'est quand même quand je me disais en fait en préparant tout ça, les Américains, ils ont une chance, c'est que ils ont un marché beaucoup plus vaste, donc ils vendent. Quand tu vends ici et que tu fonctionnes ici, tu gagnes beaucoup plus d'argent, donc voilà. Mais toi, même si t'es distribué partout, alors tu vas m'expliquer, on va venir sur le cinéma, mais tu restes une autrice à prédominance française en tout cas. Tu peux vivre ici en étant un auteur français?
Bah, je vis pas comme je vis en France. C'est vrai que je gagne bien ma vie en France. Et ici, je gagne très correctement, mais pas de la même façon. Je suis pas du tout située sur le même niveau social. Mais je produis des films ici. Je fais des films américains, ou en tout cas en langue anglaise. Donc ça va. Mais c'est vrai que c'est notamment ces dernières années, c'est devenu de plus en plus compliqué. La différence est assez incroyable. Donc, je suis en train d'écrire mon premier livre directement en anglais. Ah, je croyais qu'il y en avait un qui était sorti déjà. Oui, mais j'avais traduit un de mes livres français et c'est moi qui les ai traduits. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai déjà publié 2 livres en anglais. Mais là, pour la première fois, j'écris directement en anglais. Un roman très différent de ce que j'écrirais en français d'ailleurs. Et c'est beaucoup de travail. Ça fait 3 ans que je travaille. Et j'ai presque fini. J'ai un agent littéraire à New York. Je pense que il est assez content. Donc on va voir. Mais donc je pense que je vais publier comme un auteur américain pour la première fois bientôt. Voilà, avec plutôt un défi que je me suis lancé de me dire est-ce que j'y arriverai ici. Et quand je suis arrivée, d'ailleurs, c'était assez particulier parce que j'avais quand même mis des années à construire un réseau, voilà, des connexions, et je connaissais personne ici, vraiment personne, stricto sensu. Je suis arrivée, j'ai essayé, j'avais réussi à avoir un rendez-vous, ils m'ont fait attendre 3 heures pour me présenter quelqu'un. C'était un bon exercice d'humilité, c'était assez drôle parce que bon, je savais en tout cas ce que j'avais fait par ailleurs, mais drôle dans une certaine mesure. C'est-à-dire que j'avais quand même 36 ans et j'avais pas envie de recommencer à zéro. Et l'avantage ici, c'est que quand ils trouvent que vous avez du talent, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, il faut du temps pour arriver aux bonnes personnes, mais elles vous reçoivent, vous avez une chance. Faut pas la planter, mais quand ils vous voient et qu'ils vous trouvent du talent, ça va vite. Et cette chance, comment tu l'as saisie quand t'es autrice? Parce que, enfin, je veux dire, il faut que tu lui apportes quelques petites choses, tu lui pitches une idée. Comment ça se passe? Ici, souvent, c'est des elevator pitch. C'est arrivé, et c'est ce que j'ai fait pour Mafia Mama au début. Je vous donne une idée. Est-ce que vous avez envie d'aller la voir au cinéma ou pas? C'est aussi rapide que ça. Après, est-ce que ça donne assez envie pour qu'ils lisent mon script? Bon, j'arrive avec un passif, j'avais déjà fait des choses, mais bon, pour eux, la France, bon, c'est très sympa, mais ils s'en foutent complètement que je sois un auteur connu en France. Donc c'est voilà, c'est de la force de conviction, c'est passer par la fenêtre quand on ferme la porte, et c'est essayer, c'est 50 000 non pour un oui, et c'est pas grave, mais c'est comme ça mon métier de toute façon. En tout cas, pour quelque chose de très entrepreneurial, de très proche de ce que fait un CEO qui fait une levée de fonds. Sur chacun de mes films, je dois aller chercher de l'argent pour faire le film. C'est une partie de mon métier que personne n'évoque. On parle toujours des réalisateurs comme si on était que des artistes, mais c'est une partie énorme de mon métier, convaincre des gens que ça vaut la peine de me faire un chèque de plusieurs millions et que ça va rapporter de l'argent. Donc c'est une partie aussi très importante de ce que je fais, être dans un bureau et convaincre quelqu'un. Et ça passe par l'histoire, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes, je sais pas si tu es d'accord avec moi, enfin je l'ai vu, mais qui soit ne veulent pas en parler parce que ils trouvent que c'est un peu vulgaire cette partie-là, soit sont très dédaigneux là-dessus, soit sont mauvais sur ces choses-là. Mais toi, le fait de te comparer un auteur ou un artiste à un CEO, quand je fais ça avec des artistes, en tout cas au moins français, je me prends un scud en pleine gueule en retour en disant tu peux pas comparer, en fait ça n'a rien à voir. D'abord, en France, il y a beaucoup d'aide de l'État. Faire un film en France, c'est beaucoup plus facile. J'ai fait les deux, donc je peux le dire très facilement. C'est pas comparable. Faire un film ici, c'est lever des fonds pour une boîte. C'est exactement pareil. Parce que il y a pas d'aide, et
il y a quelque chose que les gens savent peu, par exemple, c'est que ça se passe dans un sens différent. C'est-à-dire qu'en France, vous allez écrire un scénario, vous allez chercher des acteurs qui vous disent oui. Une fois que vos acteurs ont dit oui sur une possibilité de film, vous allez lever des fonds avec des acteurs attachés. Ici, vous avez un script. Si vous voulez aller jusqu'aux acteurs, il faut de l'argent. Il faut faire des offres pour avoir des acteurs attachés. C'est-à-dire que c'est la force de votre script. Donc, il faut un très bonne histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a souvent des très bons scénarios ici, bien meilleurs qu'ailleurs, et que les auteurs sont les meilleurs du monde. Parce que c'est sur ça, et sur le réalisateur, que vous allez lever de l'argent, et ensuite aller faire des offres à des acteurs. C'est les gens qui vous mettent de l'argent, qui aussi, dans le montant qu'ils vont vous mettre, vont vous dire, je pense que vous pouvez avoir des acteurs de qui ont cette valeur, plus ou moins cette valeur-là. Donc c'est une autre démarche complètement. Et du coup, on ne peut pas avoir un scénario médiocre, ou ça peut pas être du copinage. Ça existe pas. Il faut... voilà. Donc ça existe en France. En France, on peut dire oui, si t'arrives à monter ton film, je vais le faire, le scénario est sympa, pourquoi pas. Ici, les acteurs lisent même pas. Donc... Intéressant. Et les acteurs ne disent même pas. Et combien ça coûte de produire un film ici? Pardon, je sais que c'est très large, mais au minimum, ou enfin, je veux dire... Ça coûte le même prix qu'en France, bizarrement, de produire un film ici. C'est-à-dire qu'un film indé, il va valoir le même prix ici qu'en France. Et c'est pour ça que ça me sidère qu'on continue à faire des films en France. C'est horrible de me faire hurler dessus de dire ça. Mais en fait, moi, quand je parle à des investisseurs français, d'ailleurs, je leur explique que mes films, ils vont faire des ventes dans le monde entier d'un montant tellement supérieur à un film français parce que j'attache un casting international. Donc même quand je fais un petit film comme Madame qui vaut 4 millions, ce que peu de gens savent, parce qu'il a l'air de valoir beaucoup plus cher que ça, je mets une énorme partie sur mon casting et les ventes internationales sont très 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 élevées, donc rapportent énormément d'argent par rapport à un film français. Ça rapporte combien un film comme non, Madame? C'est après Madame que je me suis dit que j'allais peut-être me mettre à produire, parce que moi je n'ai eu qu'un salaire de réalisateur et j'ai fait en sorte qu'un film marche avec très peu de semaines de tournage, un petit budget, mais des acteurs que j'ai réussi à séduire pour venir sur ce film. Ça a rapporté la première année, je pense que pour l'instant ils sont autour de 18 millions d'euros, ouais. Ouais, donc 14 millions de marge. Enfin, ouais. Au box-office, c'est ça, je crois. Enfin, ça, entre les ventes internationales, les box-office, Et là, t'as pas les plateformes et tout là-dessus? Si, quand même. Non, les plateformes, elles viennent après. Okay. Et c'est Amazon Prime, je pense qu'il a acheté. Ok. Ouais, en effet, tu te dis, bon, je vais croquer, peut-être, je vais avoir du skin in the game. T'as zéro variable là-dessus? En tant que réalisatrice, t'as pas de... Si, il y a des droits d'auteur et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas comparable avec des parts de production. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que si tu fais un film à 4 millions en France, qui serait le même prix pour ça, ta probabilité de faire déjà même 4 millions est faible par rapport au 18 un film génial comme Le Grand Bain, par exemple, qui a super bien marché en France, etc., il s'est vendu 1,5 million, 2 millions peut-être, à l'époque, 1,5 million, peut-être maintenant 2 millions à l'international. C'est normal, personne connaît les acteurs. C'est un film en langue française. Il n'y a pas beaucoup de ventes. Donc, même les gros succès comme celui-ci, il y a des limites à ce qu'ils peuvent attendre, quoi. C'est quand même assez... Pardon, je reste toujours impressionné et... je suis pas dans la flagornerie, mais tu vois... t'es sympa, t'es douce, t'es smart, etc. Et puis t'arrives quand même à rajouter toujours des trucs en plus, des cordes à ton arc. Je veux dire, tu vois, de tes premiers romans que t'écris à de la réal, moi j'aimerais que tu m'expliques un peu, parce que j'étais un peu poncé sur l'écriture, mais la réal, ce que c'est et qu'est-ce que c'est, moi je connais pas bien. Et nous on recommence à réaliser des trucs et j'aimerais bien comprendre ce qui selon toi fait une bonne ou une mauvaise réal. Là t'arrives sur de la prod, tu me parles de la vente et d'un pitch de start-up. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui restent à écrire toute leur vie, et c'est très bien, je les juge pas, qui disent toi tu fais ça pourquoi en fait? Tu le sais ou... Il y a un mélange. Je pense qu'à terme, d'ailleurs, je pense que si je pouvais juste écrire des livres, je ferais ça. Il y a eu un mélange de
de vouloir offrir une belle vie à mes enfants, même s'ils ont la chance d'avoir un papa qui s'occupe d'eux. Moi, je voulais aussi pouvoir leur offrir une belle maison, une belle vie. Et voilà, donc il y a ça. Il y a l'envie de maîtrise, je pense, beaucoup, qui est que, en fait, plus on intervient dans ces domaines, plus on est libre. Ouais. Donc, j'ai toujours eu envie d'être libre comme artiste. Et quand on veut être libre, il faut pouvoir avoir du pouvoir. Donc c'est vraiment partie de ça. Et j'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose sur un plateau. Donc je suis douce, mais je suis très ferme. C'est vrai. La réalisation, c'est diriger des équipes de parfois 400 personnes. Qui a des façons de le faire. Je le fais plus dans la douceur, mais il n'empêche que c'est comme dans toutes les boîtes. Quand il y a 400 personnes, on peut pas être que doux. Il faut parfois un peu lever le ton. Mais comme quand on est mère, si on lève le ton tout le temps, mais ça marche plus après. Donc, il faut le faire au bon moment. Mais oui, donc j'ai l'habitude de diriger des grosses équipes, des gros plateaux. Un réalisateur, c'est la personne à qui on pose des questions toute la journée, donc il faut savoir prendre des décisions rapides, efficaces et rassurer les gens. Donc je pense que souvent j'ai quelque chose à l'intérieur de moi où je me dis mais je suis sidérée que tous ces gens m'écoutent. Je me vois comme une petite fille un peu perdue. Et quand même, cette petite fille, elle a toujours eu ce tempérament-là aîné de la famille, qui s'est occupé de ses frères et sœurs, de quelqu'un qui aimait organiser les choses. Mais il y a toujours un esprit de bienveillance dans mon travail et j'ai cette joie d'avoir souvent les mêmes équipes avec lesquelles je travaille et qui me suivent pour d'autres raisons que l'autorité. Ils me suivent parce que on raconte des histoires ensemble, parce que je les respecte et aussi parce que j'ai compris très tôt que le talent des autres allait aussi m'apporter quelque chose et que de les respecter, ça décuplait leur talent. Et réaliser des films, c'est juste additionner des talents et savoir prendre la meilleure chose de chacun. Donc voilà, je vais chercher des gens que je respecte, que j'admire, qui le savent, et je prends le temps de les connaître, de les comprendre, de savoir pourquoi ils veulent raconter une histoire avec moi, de savoir si c'est la bonne personne pour ce projet. Donc ça marche dans tous les domaines de la vie après ça. Ouais. Super intéressant. En effet, ça marche dans tous les domaines de la vie. Je crois, j'ai l'impression aussi que tu sais ce que tu veux quand même pas mal. Donc quand bien même t'as ces 400 personnes ou quelques dizaines, quelques centaines qui sont là et que tu t'hallucines un peu à te dire écoute, quand tu sais ce que tu veux, c'est peut-être plus facile. Mais l'art réal, tu viens de le décrire ça commence où, ça finit où? Parce que toi, ce qui est marrant, c'est que tu peux. Alors, est-ce que tu réalises des films que t'as écrits? Est-ce que tu serais ok pour réaliser des films que t'as pas écrits? T'es scénariste aussi, t'es productrice, ça on voit un peu plus que c'est, mais enfin on pourra le réexpliquer. C'est quoi la réelle? C'est toi quand t'es réalisateur, t'as le final cut. Alors est-ce que ça dépend des... En Europe, oui. Et ici, c'est pour ça aussi que je garde des parts de production, c'est que j'ai besoin de garder ça. Mais normalement, quand on fait des films de studio aux États-Unis, c'est pas nous qui avons le final cut, c'est les studios. Donc c'est un peu, si je devais le prendre, c'est un peu ce qui choquerait vraiment en France c'est un peu le business qui est prévalent sur l'artistique entre guillemets. Hein. Oui, et alors qui est du business, mais qui sont des tests ils vont faire des tests, montrer le film à des publics qui savent pas, qui répondent à des QCM et qui disent on préférait cette fin là, on préférait celle-là. C'est du marketing. Donc, c'est du marketing et c'est vrai que c'est compliqué, mais ça dépend du genre de film qu'on fait. Où on veut faire des films efficaces, et dans ce cas, il faut peut-être écouter le public, où on veut faire des films plus artistiques. Et c'est la puissance qu'on a en Europe, et notamment en France, où on respecte vraiment les auteurs-réalisateurs et leur vision. Donc moi, j'essaye de garder le plus possible le final cut, mais de toute façon, il y a une discussion et avec les producteurs et avec les studios, même quand on l'a, parce que c'est très dur d'être omniscient. Et puis il y a un moment où il faut écouter. Il y a des choses
Je suis pas toujours d'accord sur les cuts de fin de mes films, mais j'essaye de faire un pas vers les gens. Si 50 personnes vous disent cette scène elle est en trop, ben c'est peut-être le cas. Voilà, il faut arriver à trouver l'équilibre. Et pour répondre à la question, c'était sur... Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça finit? Est-ce que t'es le méga chef d'orchestre? Tu choisis tes... Alors j'écris pas du tout pareil quand j'écris pour moi ou quand j'écris pour les autres. Quand je sais que c'est pas moi qui vais réaliser, je laisse beaucoup de place au réalisateur. Alors que quand c'est moi qui réalise, dès le script, la partie visuelle est très précise. Donc j'écris vraiment avec des images dans la tête. En plus, tu fais ça depuis toujours, encore une fois, parce que tu disais que t'as commencé très jeune, ça. Ça, très jeune. Et après, ben, je pense que ça finit quand jusqu'à vraiment on va jusqu'au bout, on accompagne le film jusqu'à son travail de marketing et son savoir quelle affiche. Voilà, je lâche pas un film jusqu'au jour où il est sorti en salle. La préparation d'un film, c'est un énorme travail pour un réalisateur. C'est presque là que tout se joue avant le tournage. Savoir très précisément ce qu'on veut. Plus on est précis en amont, plus on travaille sur ce qu'on a dans la tête, plus on a de marge pour progresser encore pendant le tournage. Parce que le tournage, c'est un moment très bref en réalité. Et il y a une partie de direction d'acteur, mais l'énorme partie du tournage, c'est les choses qui arrivent et qui sont inattendues et qui sont problématiques et qu'on va devoir régler. Donc c'est tous les problèmes à régler. Souvent, moi j'ai pensé que quand on était très préparé, les problèmes apportaient de la magie quand on savait les gérer. Souvent, mes problèmes m'ont fait penser à des choses auxquelles j'aurais jamais pensé en temps normal. Et je pense que c'est aussi là qu'on voit un bon réalisateur, c'est comment il gère l'urgence, la chose inattendue, comment il rebondit, comment il réinvente le plan auquel il pense pourtant depuis 3 ans et c'est pas possible. Il pleut ce jour-là ou on n'a pas le décor ou on n'a pas le temps. On doit le tourner, il y a 1 heure. Tu peux pas faire ton champ contre champ et tout. Comment tu vas gérer? Il y a ça, il y a une énorme partie psychologique parce que avec les acteurs c'est beaucoup ça. Avec certains c'est de l'accompagnement, avec d'autres c'est un bras de fer. C'est comment on les amène à être qui ils doivent être sur un plateau. Et voilà, tous les détails. Moi, je suis très très maniaque sur l'esthétique, donc c'est vraiment tôt sur les équipes de déco. Je vais vraiment suivre le travail. Je choisis les papiers peints, les trucs. Je suis vraiment maniaque, mais c'est vraiment, je pense, la base de ce métier. Il faut être obsessionnel. Si on n'est pas obsessionnel, ça peut pas marcher. Et ça, tu l'écris, tu y penses tout le temps, tu t'endors avec ça, non. Comment tu vois le papier peint? Ah oui, non. Quand je suis en train de faire un film, c'est très particulier et je suis vraiment en train de penser qu'à ça. Et en dehors, non, mais c'est vrai que je vais prendre souvent des photos. J'ai des carnets où je prends des photos, où je dessine des choses, parce que je sais que je m'en servirai quelque part. Ok. Donc c'est plus des mood boards ou des trucs comme ça. Et après, il faut faire attention parce qu'un film c'est pas décorer un appartement, c'est raconter une histoire et faire en sorte que ce soit le plus crédible possible. Ouais. Donc par exemple, si je raconte le quotidien d'un type qui a pas de goût, bah il faut que ça me plaise pas. Ouais, donc il y a c'est assez particulier, c'est un autre travail encore. Ouais, sachant que t'as quand même des gens autour de toi qui t'accompagnent pour chaque, enfin, je veux dire, la décoration, t'as quand même un chef décorateur, j'imagine, le casting, directeur de casting, etc., etc. Donc, faut en plus les laisser chacun, et tu disais, tu prends des gens super forts, j'imagine. Donc... Enfin, super forts à mes yeux, parce que, par exemple, sur Les Promesses, c'était la deuxième fois que travaillait mon costumier. C'était un jeune costumier de 30 ans, il avait fait un truc sur une série que j'ai vue, j'ai trouvé ça formidable. Et quand je suis venue lui dire qu'il allait faire ce film, c'était un truc énorme pour lui. Il y a eu des cafouillages d'ailleurs, mais à l'arrivée, il a fait un truc incroyable parce que
Je lui ai dit, je crois en toi, c'est sûr. Il parlait qu'italien et il fallait qu'il parle un peu anglais. Il a appris l'anglais pour le film. Donc ça m'arrive de voir des gens, de voir des talents et de leur donner leur chance. Pour moi, c'est très important. C'est très important aussi pour moi d'aller chercher des femmes parce que ça a été tellement dur souvent dans mon métier d'être une femme que maintenant que j'ai un peu de pouvoir, c'est à mon tour de redistribuer, de faire ce que j'aurais voulu qu'on fasse plein de fois pour moi. Donc il y a beaucoup de femmes sur mes plateaux, plus possible. Des femmes de talent, pas parce qu'elles sont des femmes, mais voilà, quand je peux avoir une équipe très féminine, je le fais. Jusqu'au jour où ce sera plus une question, mais en tout cas pour cette génération, je pense que c'est important quand on peut. Voilà, et pareil, amener de la diversité, amener des gens, des voix qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Je pense que c'est important et que ça apporte une vraie force quand sur un plateau des gens sont là parce qu'on leur a donné une première chance. Ils ont un rapport très très différent avec vous, avec ce qu'ils vous donnent. Donc il faut trouver le bon équilibre entre des gens qui ont quand même une colonne vertébrale parce que on peut pas avoir que des débutants sur un film et quelques pépites comme ça qu'on trouve. Donc je vais beaucoup regarder quand je tourne pas de courts-métrages ou de petites choses ou aller rencontrer des jeunes dans des universités qui sont au début de leur carrière et les suivre pour voir si je peux un jour leur donner une chance. C'est marrant parce que on a enregistré un épisode récemment. J'arrive pas à voir qui nous a dit ça, mais qui nous disait en fait qu'il allait chercher pas forcément que des seniors pour les différents métiers, pour vendre, pour je pense que c'était Nicolas de YC, Nicolas de Seigne. Il disait en fait c'est pas toujours en allant chercher des gros cadres de chez Google ou de chez pour les faire entrer dans une start-up que ça fonctionne. Moi de temps en temps je cherchais des gens qui ont 22 ans. C'est vrai que c'est pas c'est pas très européen, je pense, cette démarche, très français. Je sais pas ce que t'en penses. Ah je sais pas, je pense que ça dépend des gens, ça dépend des tempéraments, mais je sais pas. Ici, on a quand même une image où on pense que les gens sont très ouverts, mais c'est pas si vrai. Hein, je veux dire, c'est quand même très dur dans ce métier. C'est très très complexe. Je pense qu'en Europe, justement, il y a peut-être plus de facilité à ouvrir la porte. En tout cas, dans mon métier. Tu regrettes pas d'être parti? Tu reviendrais pas en France pour Non, je sais pas si je resterai ici toute ma vie, mais je pense pas que je rentrerai en France. Ok. Je pense que voir le monde de plein d'endroits différents, c'est une chance et une force. Je pourrais complètement apprendre une autre langue, une autre façon de vivre, et voilà, je m'imagine aller vivre plus au Brésil que de retourner vivre en France, quoi. Amanda, elle va faire ça partout dans le monde. Elle va recommencer à zéro à chaque fois pour te mettre des difficultés. Ouais, Tiens, je vais écrire des livres en portugais. Pour recommencer à zéro. Je connaîtrai personne à Rio ou à São Paulo. Je vais devoir me refaire un réseau. Connaître personne, c'est pas un problème pour moi. J'aime bien ça, mais non, c'est juste que j'ai l'impression que j'ai fait le tour à Paris. J'ai aussi l'impression que en regardant de loin, j'ai l'impression de voir un pays que j'aime et qui a tellement de choses pour lui s'abîmer. C'est comme un ami qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation. Ouais. Je trouve ça triste. En fait, je trouve ça vraiment triste. Plein de choses de ce que la France est en train de devenir, alors que je vois tellement de belles initiatives, tellement de gens intéressants, tellement de choses possibles, et à chaque fois je me dis quel dommage. Voilà, j'ai pas une vision très pessimiste très optimiste de ce que la France est en train de devenir. Mais t'as une vision très optimiste de ce que les USA sont en train de devenir? Non, mais j'y suis pas allée avec des illusions. Je sais ce que je venais prendre ici, mais les États-Unis, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de puppet show, et en fait, à l'arrivée, ça reste quand même un pays ultra capitaliste, très solide, en tout cas pour l'instant. Donc, il n'y a pas de surprise incroyable, à part que maintenant, pour se faire élire, on doit grossir les traits de tous côtés. Je pense pas que dans la réalité, ça va se traduire par quelque chose de très grave. Mais de toute façon, autour du monde, aujourd'hui, c'est très dur de regarder un pays et de se dire j'ai tellement envie d'aller vivre là-bas. C'est assez déprimant, je trouve. Je pense on est à la fin
d'un cycle dans la façon dont les démocraties existent, et il va y avoir une réinvention qui va suivre des crises graves, des révolutions, des chocs qu'on est en train de voir, et on parlait de schizophrénie. L'Amérique est complètement schizophrène. Il y a deux pays en un, et ces deux pays bientôt pourront plus se réconcilier. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais ce qui me manque aujourd'hui, c'est que je vois une jeunesse révoltée, pas très cultivée, mais révoltée, et qui ne propose rien en fait. Moi, je trouve ça super qu'on soit révolté. C'est important d'être révolté à 20 ans. Mais ce qui est encore mieux, c'est de trouver des solutions. Je suis très politisée. C'est très important pour moi. Tous mes films ont un commentaire social. Je suis assez triste de voir qu'il n'y a pas de proposition. Il n'y a jamais de jeunes gens qui viennent avec des idées nouvelles dans la façon de réguler un pays ou de diriger un pays. Je sais pas. Je trouve qu'il y a plein de... Tu parles du renouveau politique, hein, pas créatif, politique et social, ouais. Donc, moi, dire on en a marre, c'est bien, mais qu'est-ce que vous proposez de mieux? Bon, il y en a qui commencent à proposer une forme de dictature verte, quoi. Ça grossit peut-être un peu. On sait bien que ça n'a pas de... Enfin, je veux dire, un truc viable. Parce que, à part de la bêtise crasse, on n'a rien de... Ils peuvent aller ruiner des tableaux dans les musées, mais ça va vraiment sauver les baleines. Donc, en fait, il y a un moment où j'aimerais juste des gens intelligents qui proposent des choses. Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai une vision très... Et j'ai conscience de l'importance de l'écologie. J'y pense quotidiennement. Je fais des petits efforts pas suffisants, mais j'en fais. Tout le monde devrait avoir conscience de ça. Je trouve d'ailleurs que on parle souvent de tout ce qui va mal, très peu de toutes les découvertes incroyables qui sont en train d'arriver dans l'écologie. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça sur les petites initiatives. Il y a beaucoup de choses formidables qui se passent. Et d'ailleurs, c'est jamais mis dans la balance quand on parle du réchauffement climatique. En revanche, socialement, en tout cas économiquement, moi par exemple, j'adorerais qu'on propose une société où on supprime totalement l'héritage. Moi, c'est un truc que j'adorerais. Je trouve que personne n'en parle. Je pense que ça obligerait les gens qui gagnent de l'argent à en dépenser tout le temps. Ça relancerait l'économie, et on arrêterait ce truc enfin, déjà juste quand on imagine juste sans héritage, ce que les enfants dont les parents ont de l'argent vivent de plus que les autres, en termes d'études, de voyages, de confort de vie. Mais pourquoi, dans quel monde il y a des enfants qui devraient commencer leur vie avec des millions sur leur compte, ou juste un appartement et d'autres non. En fait, je sais que les êtres humains construisent dans l'idée de transmettre, mais je pense que la transmission, c'est pas financier. Le jour où on apprend que la transmission, c'est apprendre à son enfant à se débrouiller sans nous, à avoir une vision, à être intelligent, à travailler et à recommencer et à fabriquer sa propre vie, on changerait une partie de l'humanité. On arrêterait cette espèce de royauté qu'on a réinventée après avoir coupé la tête des nobles. En fait, à quoi ça a servi puisqu'on a réinventé ça? Et je pense que ce serait une vraie méritocratie. En tout cas, et même là, ce serait pas une vraie méritocratie. Ce serait au mieux de ce qu'on peut faire, quoi. Pour moi, ça, c'est scandaleux. Par exemple. Ouais, j'aimerais quelqu'un qui me propose ça. Et j'aimerais entendre des vrais débats politiques avec des gens qui échangent des idées et qui parfois se disent qu'en face, c'est pas complètement con, que peut-être ils peuvent trouver un chemin d'entente. Je trouve qu'il y a jamais plus de nuances. Il y a plus de respect. Tout est binaire, tout est voilà, c'est des slogans, c'est des phrases toutes faites, et ça m'attriste un peu de me dire qu'il y a plus d'échanges. Ça t'alimente tout ça dans ta création artistique? À ma petite échelle, parce que j'ai pas la prétention de changer le monde, mais par exemple le Café Suspendu, ça a été lu par
un monsieur formidable qui est un boulanger qui lui a fait fortune en vendant ses boulangeries à Starbucks, Oui. qui s'appelle Pascal Rigaud. On voudrait l'enregistrer, Pascal. Pascal, qui est un ami formidable, maintenant a lu le Café suspendu, m'a dit c'est formidable, je veux faire ça. Il est en train de monter quelque chose avec des boulangeries en France. Il a déjà fédéré 30 000 boulangeries pour transformer ce café suspendu en ticket, en fait, qu'on pourra offrir pour que les gens puissent s'offrir quelque chose à la boulangerie. S'ils n'ont pas d'argent. Voilà, on va mettre une phrase du café suspendu sur les boulangeries qui feront ça, et on a travaillé ensemble à cette idée, à cette projection. Trop bien. Et je me dis, voilà, ce livre qui parle d'une tradition napolitaine, mais dont les gens ne connaissaient pas l'existence. Et pour ceux qui savent pas, c'est quand on va à Naples, on achète un café. Et on peut en laisser un second sur l'ardoise qui sera donné à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'en offrir un. Cette façon de pouvoir, parce que c'est rien un café, mais c'est rentrer dans le monde, pouvoir parler aux gens à côté, échanger des idées, tomber amoureux, rencontrer quelqu'un. C'est énorme en fait, ce petit café. Et c'est l'idée que la boulangerie redevienne aussi ce lieu d'échange, ce lieu de partage. Voilà. Donc parfois, un livre peut changer socialement des choses. Et les idées, encore une fois aussi. Alors, ce sont des idées qui existent à Naples, mais le fait de les répandre, c'est extra. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est quand même Caméra Café. Quand on voit tous les trucs que t'as fait extraordinaires, t'as quand même écrit, c'est 60 épisodes, non, c'est ça? Ouais, pas mal d'épisodes, oui. Alors, c'était pas mon idée, c'est l'idée de Bruno Solo, Yvan Le Bolloc et Alain Capoff. Tu as bossé avec Jean-Claude Convenant, quoi. J'ai bossé, j'ai créé une partie du personnage. C'est vrai? De Jean-Claude Convenant, ouais. Alors la remarque, pardon, juste que j'ai dit à Clémence tout à l'heure quand on revoyait ça, c'était c'est quand même fou parce que t'avais quel âge là? 20 ans. 20 ans. Donc tu as d'ailleurs probablement jamais vraiment bossé dans un bureau. Alors sur les, j'ai fait des stages, j'ai fait des stages, j'ai travaillé. Si mon père m'avait fait faire un truc horrible pendant les vacances, j'avais dû travailler chez un de ses copains qui avait une boîte de recouvrement de créances. C'était le pire truc du monde. À Rony 2. J'allais tous les matins travailler. Recouvrement de créances à Rony 2, là, t'es dans le Et malgré tout ça, je ne sais pas gérer mon argent. J'aurais dû en prendre de la graine, mais non. Mais donc j'avais vu un peu des boîtes, mais c'est vrai que je connaissais pas complètement le monde de l'entreprise. Mais il y a plein de choses dont j'ai parlé que je connais pas. Non, j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance. J'étais un des premiers auteurs sur la série, puis après il y en a eu beaucoup d'autres très talentueux, et c'était un moment génial de liberté sur M6 à l'époque. J'ai adoré ce moment de ma vie. Je sais pas si tout le monde entendra ça à la fin. On entend quand même des sirènes, des hélicos, c'est vraiment très LA vibe. Hein, on n'entend pas. Mais c'est normal à LA, ça. Trop peu, ouais. Un peu la clim qui s'allume de temps en temps parce qu'il fait chaud là-haut, mais si ce serait cool qu'on les garde. Et là-dessus, ce genre de choses, en fait, je me dis quand je t'écoute, c'est un format qui est potentiellement très internet. Toi, t'as pas envie de aujourd'hui, tu vois, j'ai repensé plusieurs fois, je sais pas pourquoi en t'écoutant, mais à Inoxtag qu'on a enregistré il y a quelques semaines, tu sais, ce jeune qui a fait l'Everest là, un film qui est merveilleux, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est non, mais j'ai pas vu encore. Et t'as pas envie, toi, de travailler, enfin, une forme de création de contenu artistique, enfin sur YouTube ou Instagram ou TikTok, ou c'est des choses qui t'attirent ou pas du tout? J'ai pas de snobisme sur les formats ou sur la façon de faire les choses, mais juste l'impression que c'est juste naturellement que je suis moins attirée. C'est quelque chose de la génération de mes enfants. Je pense que j'aurais commencé ma carrière aujourd'hui. Je serais allée directement sur YouTube. C'est génial. Je trouve que c'est tellement. Enfin, je faisais ça moi dans ma chambre avec mon frère et ma sœur. En fait, si on avait pu mettre ça sur YouTube, on l'aurait fait sûrement. Donc, je trouve que c'est un outil formidable. J'ai juste l'impression que pour moi, ça ressemble plus à un laboratoire pour moi, et que j'en suis plus à ce stade puisque j'ai la chance de
de pouvoir faire d'autres choses, mais si un jour j'ai besoin d'une liberté totale et qu'on me la donne pas quelque part, je me resservirai de ce laboratoire avec plaisir. Mais je vois des choses géniales, je trouve que il y a plein de gens talentueux dessus. C'est pas vraiment un snobisme, mais plus un truc d'âge et d'ordre des choses, quoi. Ça me semble assez sensé. C'est un laboratoire, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est, tu vois, pour nous qui commençons à produire des contenus vidéo de plus en plus, c'est assez cool de pouvoir pas se mettre une pression tout de suite avec des projets en millions d'euros, et puis de pouvoir se dire, tiens, comme tu le dis, en laboratoire, avec quelques dizaines de milliers d'euros, tu peux faire des voyages. J'ai produit un petit truc là, il y a 2 ans, et voire quelques centaines, d'euros. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Non, on l'a pas vendu à une chaîne, et c'est un truc que j'adore, et je pense que je vais le mettre sur YouTube, même si ça nous rapporte pas d'argent. C'est un documentaire qui s'appelle Tomber. Okay. Et c'est sur comment on tombe amoureux. Et on a interviewé plein de gens. Ça va de prêtres, de curés, d'imams à des psys, des voyantes, voilà, c'est vraiment très large. T'as répondu à la question, t'as trouvé? On a trouvé plein de choses intéressantes, et je trouvais ça très beau. Et je trouvais ça très beau l'idée de tomber amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans beaucoup de langues, on tombe. Donc c'est pas que joyeux, tomber amoureux, c'est voilà, il y a cette idée de chute, et il y a un jeune réalisateur qui a fait un super travail dessus, et je pense qu'on va le mettre sur YouTube pour la Saint-Valentin. Trop bien. Voilà. Qu'on va suivre la chaîne YouTube d'Amanda Ster. Voilà. Ce sera je pense que ce sera sur ma société, mais ouais. Sur ta société. Ouais. Ok. Non, c'est cool, c'est assez marrant, et c'est vrai que c'est deux mondes qui cohabitent. Ce qui m'a marqué avec Inoxtag, c'est que quand tu passes un cap dans ce monde de créateurs de contenu, tu inverses un rapport de force de manière assez hallucinante. C'est-à-dire que lui, il a réussi quand même à un moment à dire à TF1 qui lui disait, bah non, tu vas pas sortir sur YouTube avant TF1. Et puis il leur a dit, bah si, je vais sortir sur YouTube avec TF1, je suis un YouTuber, tu vois, ça lui semblait tellement évident. Alors je crois que les audiences sur TF1 étaient pas complètement dingues, cela dit, puisqu'évidemment c'était en deuxième petite partie de soirée, etc. Mais t'arrives quand même dans un truc où la liberté est assez intéressante, quoi, je pense. Ouais, c'est certain. C'est pour ça que si un jour je trouve pas de liberté par ailleurs, je le ferai là. Surtout que bon, toi, t'as découvert les réseaux sociaux, et en particulier Instagram. Tu m'as dit tu m'as raconté une anecdote qui m'a. C'est Johnny Hallyday qui m'avait fait m'inscrire sur Instagram à l'époque. Ouais. C'est à mourir de rire quand même. Parce que c'était quoi en 2012? Non, 2013. Surtout moi, je suis assez nulle en ordi, téléphone et tout, et donc c'est lui qui était en train de me montrer comment on faisait son compte et tout ça. Ouais, c'était il y a longtemps, mais. Ouais, c'était très mignon, et il comprenait ça très bien, très vite. Il avait cette intelligence de ce qui touchait les gens et de ce qui allait marcher. C'est vrai. Ouais. Ça se transmet? Il te l'a transmis un peu? Il me l'a pas transmis. Tu l'avais déjà un peu. Même si c'était une image paternelle, il m'a pas transmis à ce moment-là, mais non, il m'a rassurée sur une chose qui est que on voit souvent les écrivains comme des intellos, et moi je me suis jamais vue comme une intellectuelle, je me vois comme une instinctive pure. J'écris pas des essais, j'écris des romans, et souvent je comprends les choses avant de pouvoir les expliquer d'une façon très animale. Et il avait ça, lui, et il voyait les gens, et il comprenait les gens, et il savait qui allait compter pour lui, qui allait être important dans sa vie, pourquoi il ferait confiance ou pas à quelqu'un. Et ça m'a rassurée sur cette chose-là que j'ai aussi de façon assez forte, et écouter mon instinct. Ouais. Savoir les choses avant de pouvoir les expliquer, ça me parle, mais c'est parfois compliqué. Ouais, et c'est aussi pour ça, quand on est libre comme artiste, ou quand je produis mes films, parfois, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi je fais quelque chose, parce que je sais que je le sais pas encore, je ne peux pas le conscientiser, mais j'ai juste envie qu'on m'écoute et qu'on fasse ça parce que je sais que c'est la bonne façon. Et je l'expliquerai peut-être dans 2-3 jours, mais pour l'instant, je sais pas, je sais juste que c'est ça. Et c'est très particulier. Il y a un truc d'ailleurs quand on fait un film on est le gourou d'une secte, quoi. Il faut à un moment que les gens vous suivent sans que vous ayez besoin de tout expliquer. C'est assez dur, ça, à assumer. Tu dis que c'est peut-être lui qui t'a transmis ça, en l'occurrence, mais c'est autre chose qui me revient de la Silicon Valley, qu'ils appellent le Founders Mode en ce moment, qui est le truc très très à la mode
qui a toujours été un peu là, mais en gros, on est passé d'un monde de start-up dans lequel fallait que tout le monde soit toujours impliqué, toutes les décisions soient faites quasiment en communauté, et puis à un moment où on revient à un endroit où le founder, peut être beaucoup plus top-down, tu vois. Le top-down, c'est vraiment un truc qui était un gros mot il y a quelques années, qui revient quasiment aujourd'hui comme une valeur. C'est vrai que c'est intéressant, mais ne pas expliquer les choses, ça peut être très compliqué. Alors dans une équipe, quoi, je veux dire, Je pense que les décisions collégiales, c'est bien jusqu'à un certain point. Je trouve qu'il y a un problème aujourd'hui sur le rapport à l'expertise ou à la prise de décision. Tout le monde n'est pas capable de prendre une décision. Tout le monde n'est pas capable d'être expert sur un sujet donné. Donc il faut que chacun puisse retrouver son expertise parce que les réseaux sociaux ont abîmé ça. Tout le monde donne son avis à tort et à travers. C'est le café du commerce généralisé. Mais il y a aussi quelque chose de plus fort, de quasi animal. Moi, je l'ai vécu le 13 novembre. J'étais au Stade de France quand il y a eu les attentats. J'étais avec mes enfants. Il y avait une 30aine de personnes. Et les gens étaient assez paralysés. Personne prenait de décision. Et je me rappelle avoir dit, on va faire ça, fermer la porte, mettre les enfants dans le placard, on va les cacher là. Et personne n'a remis en cause le fait que je prenne l'autorité ce jour-là, qui me sidère encore aujourd'hui, me met presque un peu mal à l'aise. Mais en fait, on comprend qu'il y a des choses parfois assez animales où il y a des gens qui prennent des décisions et d'autres non. Et c'est pas grave. Mais souvent, on n'est pas CEO ou réalisateur par hasard. Il y a quelque chose de cet ordre dans notre caractère, avec les risques que ça engendre. C'est-à-dire que c'est pas simple non plus. Il y a des vertiges, c'est compliqué, c'est risqué, on peut tout perdre, on n'a pas un salaire tranquille à la fin du mois. Ça va avec un tempérament. Et je pense que c'est quelque chose qu'on accepte volontiers dans le règne animal, et dans nos sociétés, on a décidé que, en fait, tout le monde se valait. Tous les êtres humains se valent, toutes les vies ont la même valeur. En revanche, on n'est pas tous les mêmes, et on n'est pas tous faits pour la même chose. Et il y a des situations sur lesquelles j'écouterai quelqu'un et je me mettrai en retrait, et d'autres où c'est moi qui prendrai le dessus. Et je pense qu'il faut écouter ces choses-là et les admettre dans toutes les situations. C'est très... pour moi, c'est très naturel, et c'est pas méprisant pour le reste des gens. C'est juste... c'est une matière... C'est des tempéraments. Et on le voit dans n'importe quel... on le voit dans une salle de classe, on le voit dans ça existe toujours. D'ailleurs, c'est souvent celui qui se fait beaucoup remarquer dans la classe et qui fait des conneries. Il va souvent avoir une carrière hyper intéressante comme le premier de la classe, parce qu'il aura d'autres genres de qualités. C'est vrai. C'est plutôt partie de la première catégorie que de la tienne. Toi, t'étais plutôt première de la classe, du coup? Non. T'étais un peu les deux? Ouais, non, j'étais pas, on me remarquait pas tellement, mais j'étais bonne dans certaines matières, mais j'étais pas... Oui, mais t'étais deux ans en en avance, ouais, oui, mais voilà, mais j'étais pas première de la classe. Et Johnny, t'as écrit un livre, une bio, avec lui. Ouais. C'est assez marrant parce que t'es pas biographe, que c'est sorti d'où? Non, je suis la seule biographe officielle de Johnny. C'est sorti du désir d'une éditrice qui s'appelle Muriel Beyer, qui voulait absolument que j'écrive une bio. Elle trouvait que c'était intéressant, que je me frotte à l'exercice, et je lui disais, écoute, personne m'intéresse à ce point-là, je sais pas de qui je vais parler. Le seul monstre sacré qu'on a en France, c'est Johnny, et il a dit non à tout le monde. Je vois pas pourquoi il me dirait oui. Elle me dit, mais je suis sûre qu'à toi il peut dire oui. Je lui dis, tu sais quoi, on va l'appeler tout de suite. Tu le connaissais? Oui, je le connaissais. Je l'explique dans la préface. Je l'ai connu quand j'avais 20 ans, très brièvement, mais je le connaissais. Et je l'ai connu ensuite par mon ex-mari. Et en fait, j'appelle Johnny en lui disant, Johnny, voilà, je suis avec une éditrice qui veut te proposer
que je t'écrive ta biographie, je sais bien que tu ne voudras... Il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit d'accord, avec toi je le fais. Et donc, je me suis retrouvée en face du fait accompli. Obligée de le faire. Avec bonheur, parce que c'était incroyable, avec la pression qui va avec aussi, mais avec l'envie aussi d'en faire quelque chose de spécial, parce que je voulais pas faire une biographie de journaliste, donc c'est écrit à la première personne, avec une voix qui ressemble à celle de Johnny. J'ai pris des notes, j'ai rien enregistré. Il m'a parlé pendant longtemps et voilà, c'est que ses idées, ma façon parfois de les exprimer. Je pense que quand on lit, enfin c'est ce que m'ont souvent dit les fans de Johnny, on a vraiment sa musique, sa voix, la façon qu'ils sont phrasés, son rythme. Et voilà, ça a été très touchant à faire parce que c'était presque de la psychanalyse, quoi. Quelqu'un qui vous raconte toute sa vie, qui vous fait rentrer dans son intimité. Voilà, c'était. Et il avait un final cut, enfin, oui, bien sûr, d'accord, bien sûr. Et il y a tout un passage où quand il est dans le coma, c'est sa femme qui prend le relais. C'était Laetitia qui s'exprime dans le livre que j'ai écrit aussi, mais c'est elle qui m'a raconté ce moment-là. C'était un peu le moment de sa renaissance après ce traumatisme qu'il avait vécu. Et voilà, c'est un livre... c'était très amusant parce que quand j'ai fait les signatures, j'avais mon public, mes lecteurs, et j'avais la moitié de mes trucs à la Fnac où j'avais des sosies de Johnny ou des pâtes de Johnny. Il y avait vraiment les deux. Et ils sont très fidèles en plus, donc ils m'ont suivi sur plein de choses après. Voilà, donc c'était... j'en garde un très beau souvenir très fort. Ça doit être quelque chose de passer autant de temps avec... comme tu dis, un monstre sacré comme ça, ouais. Bah, c'était un copain avant tout. C'était quelqu'un de très touchant, très réservé. Il parlait pas beaucoup. Il aimait bien regarder des films avec les gens qu'il aimait bien. Drôle. Dans la clim, des films d'horreur. Non, et des films de plein de genres de films. C'était un grand cinéphile. Il était très cultivé. Voilà, j'ai encore du mal à parler de lui au passé, mais c'était quelqu'un de... Qu'est-ce qui faisait ses secrets, tu crois? Il avait des secrets, comment il était aussi fort ou aussi talentueux? Non, il avait un truc magique quand il rentrait dans une pièce, quoi. Vous voyez que lui. La seule personne qui m'a fait cet effet, c'était Jack Nicholson, que j'ai vu un jour rentrer dans un restaurant, et c'est des gens qui sont presque félins, quoi. Magnétique. Ouais. Ok. Donc non, je pense qu'en plus de son grand talent, il avait quelque chose qui le dépassait lui-même. Intéressant. Je vais te laisser. Si on a quelques petits, moi ça m'arrive de sécher. Si t'avais t'as jamais le syndrome de la feuille blanche, toi? T'as toujours des idées, toujours des choses? Non. Ouais. Okay. Enfin, quand j'ai le syndrome de la feuille blanche, entre guillemets, je dessine. Mais non, j'ai toujours... Mais parce que je me dis pas, je vais m'asseoir pour écrire. Ouais. C'est l'écriture qui m'appelle et j'y vais. Mais j'ai pas de... j'ai pas... Il y a beaucoup d'auteurs qui se mettent des horaires. Ouais, j'allais te poser la question. J'en ai eu beaucoup. Hein. Enfin, Joël... Bernard Werber, ça c'est sûr, il écrit, il a une méthode assez folle, qui semble, intéressante, bien fonctionner. Marc Lévy, il me semble qu'il écrit aussi sur des horaires spécifiques. Ouais. Toi, t'écris quand tu veux, quand tu peux. Ouais. Et il y a mais tous les jours, tu disais. Ouais, mais je peux écrire n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. J'ai pas de. Sur un téléphone, Je peux écrire n'importe où, mais en général, j'aime bien écrire à la main mes romans, mais un mélange. Vraiment, c'est pas de. J'ai pas d'obsession de travail, et puis je peux ne rien foutre pendant genre vraiment 4 jours, regarder des films à la suite, sans complexe, juste sans te dire marcher, sortir. Non, parce qu'on travaille tout le temps. Quand on est écrivain, on travaille tout le temps, mais c'est un truc hyper dur à expliquer. Il y a des écrivains qui se disent un peu trop ça aussi. Ouais. Non, mais c'est hyper compliqué à expliquer. C'est compliqué d'expliquer que quand je sors dans la rue, quand je marche, quand je regarde des gens, quand je m'assieds au café, je travaille. En fait, tout devient une expérience. Même voilà, ce que je vis intimement devient mon travail. Donc c'est particulier. Donc j'ai pas ce complexe-là. Après, parfois, ça m'arrive d'avoir des contrats avec des choses à rendre, avec des dates précises.
plus j'avance dans le temps, plus j'ai cette excitation de me dire le plus tard je commence, plus ça m'excite parce que c'est impossible à rendre. Personne d'autre que toi pourra écrire en si peu de temps. Et en fait, en faisant ça, je sais que dans ma tête, je fabrique déjà le truc et voilà, j'ai toujours la notion de ce que c'est le dernier moment, puisque je rends toujours les choses. Mais ouais, ça c'est un truc de mauvais élève que j'aime bien faire, mais parce que je pense qu'il faut que je rende les choses excitantes quand elles sont attendues ou commandées, parce que j'ai du mal à écrire pour un contrat. J'aime mieux écrire parce que j'ai envie, quoi. Est-ce que tu as un livre à me recommander, un livre pas de toi peut-être, si tu devais offrir un livre à tout le monde, au monde entier? J'offre souvent un livre qui s'appelle Moi j'attends, qui est un livre de Serge Bloch et David Cali, qui est un livre pour enfants, mais qui marche aussi pour les grands et qui explique la vie en, je pense, 20 pages. Et pour moi, c'est un des livres les plus touchants qui soit, et c'est toujours un beau cadeau. J'en ai un stock à la maison et je les offre souvent quand je vais dîner chez des gens. Voilà. Dans la vie à tout âge, on a quelque chose, le bisou avant de dormir, Noël, la fin de la pluie, c'est ça? David Cali. Non? Oui. Ouais, David Cali et Serge Bloch. Ouais. Ok. Et ben voilà, ça se trouve, oui, en effet, c'est marqué entre 3 et 5 ans, donc. Oui, d'ailleurs, c'est triste pour 3 et 5 ans, un peu, mais je ne peux toujours pas le lire sans pleurer. Je pleure facilement, mais c'est vrai que à chaque fois que je lis la dernière page, je pleure. C'est un très beau livre. Tu pleures facilement? Ouais, très facilement. Ridiculement d'ailleurs. Je sais pas si c'est un problème hormonal, mais non, vraiment, non, mais je peux pleurer. On me raconte je suis très empathique et je suis très émotive, donc ouais, je pleure facilement. Écoute, merci. En tout cas, si t'avais juste une dernière question, de l'occasion de croiser Amanda quand elle envoie son bouquin à 15 ans à son éditeur et que tu pouvais lui glisser un petit mot derrière l'oreille, qu'est-ce que tu lui dirais? En réalité, je lui dirais rien parce que je pense que l'adversité à laquelle j'ai dû faire face, elle a aussi fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je pense que malgré toute l'envie que j'ai de la prendre dans mes bras, je pense qu'il faut qu'elle vive sa vie toute seule. Et c'est comme un conseil de parents aussi. Parfois, aimer ses enfants, c'est les laisser surmonter les difficultés seuls. C'est dur à encaisser de savoir ça ou de penser ça, mais je pense que c'est très important. C'est les laisser avoir froid quand, et pas les faire partir avec un pull en trop. Froid, non. Tu vois, moi, je suis quand même une mère juive. Je le savais. Ni froid, ni... J'ai tendu un piège, t'es tombé dedans. Mais le reste, oui. Et ben moi, je les laisse avoir froid, tu vois. Remarque, je les laisse avoir froid parce que à l'époque, comme tous les ados, quand ils avaient 14 ans, je leur disais, faut que tu mettes un pull. Non, je vais pas avoir froid. Et je les voyais rentrer frigorifiés. J'aurais dit, un pull. Voilà, je t'avais dit. Ça fonctionne. Écoute, voilà, il y a toujours un truc que j'ai pas compris à la fin de cet épisode, c'est comment tu cales tout ça dans 24 heures. Mais parce que vraiment, c'est beaucoup et tu travailles très vite, très efficacement. Mais t'as une technique là-dessus. Moi, en fait, par moment, tu vois, je pourrais je crois avoir un cerveau très créatif et ben ça me ralentit en fait. Et toi, t'as un cerveau encore probablement beaucoup plus créatif que le mien. Et comment tu peux être je sais pas, ils m'ont fait faire ce test de la basket, là, qui change de couleur. Tu sais, cette basket, il y a des gens qui la voient rose et des gens qui la voient verte. Ouais. C'est un test qu'ils ont fait à Harvard. Et en fait, selon la couleur dont on voit la basket, on est créatif ou on est business. Et moi, je pensais que c'était une blague qu'on me faisait puisque je vois la basket dans une couleur et elle change de couleur. Et en fait, je vois la basket créativement et elle devient la couleur. Ouais. Et en fait, c'est plugué dans mon cerveau, donc c'est quelque chose qui ne m'appartient. Je ne suis pas responsable. Je transforme les choses facilement. Super intéressant. Voilà. J'aimerais avoir ce don. Bah, il faut regarder, peut-être que tu l'as, hein. Il faut regarder la basket. On va trouver le test de la basket. Mais je comprenais pas pourquoi ça a changé de couleur sous mes yeux. Et après, une fois que c'est transformé, j'arrive plus à voir l'autre couleur. Ah, c'est drôle.
On va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Écoute, on va se ruer sur tes livres alors. Moi, je suis toujours sur Le Café Suspendu, mais je vais aller acheter à Madeleine puisque c'est celui qui. Gentil. Et peut-être quand même, c'était quoi ce que je disais, infidèle. Non. Ah, l'infidélité. L'infidélité. De l'infidélité. C'est un abécédaire sur la question de l'infidélité. À travers ça, sur la structure du couple, qui est quelque chose d'assez ancestral. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Donc je donne pas de réponse, je vous laisse choisir votre propre réponse parce qu'il y a autant de modèles qu'il y a d'individus, mais c'est intéressant de savoir d'où viennent toutes ces structures qui sont des inventions humaines. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de tout ce que tu racontes là-dedans, d'où viennent ces structures. Et évidemment, tomber amoureux, je suis tellement impatient de voir ça sur tes chaînes YouTube. Donc, on va s'abonner. Merci. Tout de suite. Merci Amanda, merci pour tout. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos messages. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cet épisode à 2, 3, 5, 10 amis. C'est peut-être parce que vous l'avez aimé qu'il leur plaira aussi. Vous êtes, j'espère, abonnés. Si c'est pas le cas, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, un peu partout. Et puis sur nos réseaux sociaux, on est ravis de vous retrouver toutes les semaines. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur gdy.fr/mail et je vous enverrai l'épisode de la semaine, ainsi que 2-3 bons plans. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.